Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous inviter à prendre vos places si ça n'est déjà fait. Je suis Bruno Macar, le président d'Universcience. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'établissement qui regroupe la Cité des sciences et de l'industrie, le Palais de la Découverte, un site, le blog.fr d'actualité scientifique, et puis un programme d'éducation artistique et culturelle qui s'appelle Fab Lab à l'école. On a 4 jambes. Alors, ce matin, nous vous avons invité et nous vous remercions d'avoir répondu nombreux à notre invitation pour vous présenter les résultats du baromètre de l'esprit critique édition 2024, le baromètre d'Universcience, que nous menons en partenariat avec France Info, La Croix et l'Express et qui est réalisé par Opinionway, que je remercie. Universcience a décidé il y a maintenant, c'est la 3e année donc en 2021, de se saisir de la question de l'esprit critique. Alors l'esprit critique c'est quoi? C'est la capacité à trier l'information pour construire une opinion fondée en déjouant, c'est important, les biais cognitifs et les biais argumentatifs qui sont nombreux. On l'a fait en réaction notamment à la crise sanitaire et ce qu'elle avait révélé du nouveau paradigme informationnel dans lequel nous vivons. Alors l'information, vous le savez, je ne vous apprends rien, elle est partout, elle est surabondante, elle est dérégulée, pour le meilleur comme pour le pire, sur les réseaux sociaux, cela va sans dire, mais aussi dans les médias où s'affrontent des paroles savantes, non savantes, de manière très horizontale. Alors qui croire, en qui faire confiance? Eh bien c'est le développement de l'esprit critique qui est la réponse pour nous, en tout cas une réponse à cette problématique, et c'est pour cette raison qu'Universcience a décidé de créer son baromètre, donc qui fête aujourd'hui ses 3 ans, et une manifestation associée, désormais nationale, le printemps de l'esprit critique. Alors vous voyez autour de vous les panneaux qui vont animer un parcours que nous offrirons à nos visiteurs dans quelques jours, mais je voudrais dire que le baromètre et le printemps de l'esprit critique est devenu national cette année. Nous avons proposé à des partenaires, à des gens aussi intéressés que nous par l'esprit critique, de s'associer à la manifestation nationale qu'est le printemps, et nous sommes heureux que quasiment 60 institutions répartis sur l'ensemble du territoire, petits et grands, institutions de recherche, centres de culture scientifique, écoles de journalisme, on va même jusqu'à Barcelone, qui, pendant le printemps de l'esprit critique, donc du 21 mars au 3 avril, vont programmer en même temps que nous sur le même sujet. L'idée étant de toucher le plus large public possible. Alors dans quelques instants, on va vous présenter les chiffres, les résultats de l'édition 2024. C'est une mine d'informations très utile pour tous, pour les professionnels de la culture scientifique que nous sommes, mais aussi pour ceux de l'éducation aux médias, et puis pour toutes celles et tous ceux qui évidemment s'intéressent à mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il est construit, vous allez le voir, sur 3 piliers: rapport à la science, rapport aux médias, construction de l'opinion. Et puis cette année, comme chaque année, on a une thématique supplémentaire. Cette année, c'est l'intelligence artificielle. Vous verrez ce qu'en pensent nos concitoyens. Bien des idées reçues doivent être battues en brèche. Alors je remercie tout particulièrement les scientifiques qui nous entourent et qui nous aident à conduire cette belle opération, par ordre alphabétique. Michel Dubois qui est là, Emiliano Grossman que j'ai vu tout à l'heure, il doit être quelque part, Magda Tomasini, Magda je ne sais plus où elle est, enfin de toute façon vous les verrez sur scène tout à l'heure, Michel Vievorka, que nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce matin pour la table ronde, Elena Pasquinelli, autre scientifique qui nous aide, n'est pas là ce matin. J'ajouterai des remerciements pour Jean-Gabriel Ganassia et Lionel Obadia qui ont relu la partie intelligence artificielle, ce sont des spécialistes, vous le savez. Je remercie également toutes les équipes d'Universcience qui ont travaillé au baromètre, au printemps de l'esprit critique et puis à cette présentation ce matin. Et sans plus attendre, avant que vous découvriez les résultats, eh bien, je vais laisser la place à un micro-trottoir en vidéo sur certaines des grandes questions du baromètre. Nous avons interrogé des visiteurs de la cité. Merci. Oui, je pense. Je pense que oui. Non, j'espère que non. Pourquoi pas? Aucune chance. Oui. Ah, ça, c'est une très bonne question. Je m'appelle Anne Doria, j'ai 17 ans. Je m'appelle Andy. Alors moi je m'appelle Tom. Et moi Zoé. Je m'appelle Laurent et j'habite à Pantin. Je m'appelle Didier et Je suis ChatGPT, une intelligence artificielle. Oui, je pense. Je pense que oui. Pourquoi pas? Ouais. Oui. Aucune chance et ça, j'en suis persuadé. Les capacités humaines sont bien au-delà de quelque artificielle ou intelligence qu'elle soit. non, j'espère que non.
Oui, c'est possible. Non. Je pense qu'on le fait déjà aujourd'hui. Non. Ouais, je pense que ouais. S'il est accompagné, que c'est supervisé par un humain, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Non. Pourquoi pas? Non. Je suis infirmière et non. Moi, je pense que oui. S'il y a eu un diagnostic avant par un médecin. Éventuellement. Oui, je pense que ça peut améliorer des choses. L'utilisation de l'intelligence artificielle peut être sûre et efficace si elle est correctement conçue, testée et réglementée. Oui, oui. Bien sûr. Oui. Oui. Complètement. Elle pourrait le faire, oui, ça dépend comment elle est utilisée. Absolument. Je pense pas. Je pense qu'il doit avoir aussi l'avis de, je sais pas, de l'État. Je ne pense pas. Non. Non. Ah, ça c'est une très bonne question. Probablement pas, non. Avec tous les lobbies qui existent, je suis certain qu'il n'y a pas une indépendance à 100%. Je pense que les aspects économiques restent très forts. En grande partie, oui, elle l'est. Non. Je ne suis pas d'accord. La religion. Oui, je pense que bien sûr. Oui. Oui. Oui, à 95-18%, voilà. Ah oui, ça je crois que c'est effectivement, il faut continuer à réfléchir et à découvrir. Non, mais une source importante. Bonjour, on va donc rentrer dans la présentation des résultats en commençant par la partie intelligence artificielle dont vous avez eu quelques aperçus avec ce premier micro-trottoir et on va pouvoir vérifier si l'échantillon que nous avons fait de manière absolument pas scientifique dans ce micro-trottoir pense la même chose ou non que l'échantillon, lui pour le coup, extrêmement solide et sérieux qui a été utilisé pour notre étude. Alors, quand ça va fonctionner, je crois qu'il y a un petit problème en régie. Si vous voulez bien faire passer les slides. Voilà, super. On va revenir un peu avant. Donc, quelques éléments d'abord sur le panel qui est constitué de 2004 personnes, toutes humaines, à la différence du micro-trottoir, puisque vous avez compris qu'on a interrogé ChatGPT pour voir ce qu'il répondait à certaines des questions. Une enquête qui a été administrée en ligne au début du mois de février 2024. Donc, ce sont des chiffres qui sont extrêmement récents. Alors, sur la partie intelligence artificielle, on a commencé par poser une question sur la perception globale qu'avaient nos répondants de la question de l'IA en général. Puis vous verrez qu'un peu plus loin, on les interroge sur les IA génératives type ChatGPT, comme c'est la grande révolution depuis un an, et on voulait voir justement à la fois ce qu'ils en pensaient et quels en étaient leurs usages. Alors, premier grand chiffre, un peu contrasté, vous verrez qu'il y a pas mal de contrastes dans cette étude, c'est la proportion de répondants qui pensent que l'IA est une révolution du même niveau que celle de l'imprimerie. On est sur un score qui est relativement important, à 61%. Et en même temps, les deux chiffres qui ressortent le plus fortement, c'est, on va dire, plutôt une forme de réserve, voire d'inquiétude, puisque c'est d'une part la nécessité d'encadrer, de réglementer l'utilisation de l'IA, qui ressort à 85%, et puis aussi le fait que cette révolution technologique pose des nouvelles questions éthiques, juridiques en termes de régulation, et là on est à 77%. Alors je sais que tout ça est relativement petit, mais vous avez d'une part un document sous vos yeux dans lequel vous pouvez retrouver la plupart de ces chiffres, même un peu plus, et puis sera mis en ligne dans l'heure sur le site d'Universcience, universcience.fr, le rapport intégral avec tous les résultats, où vous aurez pour le coup toutes les réponses et encore bien d'autres données qu'on n'aura pas le temps d'aborder ce matin. Dans cette même partie du questionnaire, on interroge aussi les sondés sur leur compréhension de l'IA et de ses limites, et on voit qu'il y a là aussi des réponses assez nuancées. Par exemple, il y a une majorité qui répond oui, elles ne peuvent pas prendre de décisions autonomes, elles sont dépendantes des gens qui les ont programmées, à 68%. En revanche, quand on interroge les sondés pour savoir quelle est la neutralité de l'IA, est-ce qu'elles sont plus neutres ou moins neutres que des êtres humains, ça c'est l'avant-dernière ligne en bas, vous voyez qu'on est à
42% d'accord et une proportion de pas d'accord qui est relativement importante. Autre point intéressant, sur toutes ces questions, on a un ne se prononce pas qui est assez élevé, entre 10 et 20%, ce qui montre bien aussi sans doute une forme d'honnêteté des répondants et puis le fait qu'on est sur des choses nouvelles et sur lesquelles une proportion non négligeable de Français ne veut pas encore se prononcer. Alors la deuxième grande question qu'on a posée, c'est sur toute une série de secteurs d'activité, santé, défense, éducation, emploi, est-ce que les sondés y voient surtout à l'avenir des avantages, des opportunités ou des risques? Et ce qui ressort de manière assez nette, c'est, on va dire, une grande prudence, puisque sur la quasi-totalité des secteurs proposés, à une exception près, sur laquelle on va revenir, c'est la réponse. L'IA présente autant de risques d'avantages qui dominent. Donc vous l'avez sur le graphique en gris sombre, et vous voyez donc que c'est le plus important. On est à chaque fois à plus de 30%, et c'est ce qui domine sur l'ensemble des questions, sauf sur celle des relations humaines, où on a pour le coup une majorité de personnes qui voient un risque. Alors, si on regarde après sur celles et ceux qui ont répondu, j'y vois plutôt des avantages ou plutôt des risques. On a quand même des grandes tendances qui s'affirment. Les secteurs qui semblent présenter le plus d'avantages, c'est la santé, les sciences et la recherche scientifique, les transports et la mobilité. Donc vous les avez en haut de classement, c'est tout ce qui est avec une barre bleue qui est la plus grande. Et puis en revanche, sur toute une série d'autres secteurs qu'on pourrait définir comme ayant trait aux relations humaines, aux liens sociaux, là c'est l'inquiétude qui est plus forte. Donc je vous l'avais dit, relations humaines, 37% par exemple de sondés qui voient d'abord des risques, c'est plus que ceux qui voient et des risques et des avantages. Et puis il y a aussi des scores de risque assez importants pour l'emploi à 31%, l'information à 33% et aussi l'éducation. Donc dès qu'on est plus dans ce qui fait société, on voit qu'il y a quand même une forme d'inquiétude plus importante. Alors, sur l'ensemble de cette étude, vous le verrez y compris dans les documents que vous avez, on a fait un focus sur les 18-24 ans. C'est quelque chose qu'on fait depuis l'an dernier, notamment pour répondre à d'autres études qui étaient parfois assez pessimistes, voire catastrophistes, sur le rapport des jeunes à la science, à la technologie. Et donc, on a fait ce focus sur l'ensemble des questions. Vous le retrouverez aussi dans ce que vont vous présenter mes collègues dans quelques minutes sur la science ou les médias. Et ce qui ressort, c'est que sur tous les domaines d'activité qu'on a interrogés, les jeunes, les plus jeunes du panel, donc les 18-24 ans, sont systématiquement beaucoup plus enthousiastes, c'est-à-dire qu'ils voient nettement plus d'avantages. Vous voyez que c'est toujours la barre bleue à gauche qui est plus grande. Et là encore, je vous invite à regarder vos documents que vous avez sur la table si vous voulez voir les chiffres, mais là-dessus, et ça se verra à d'autres endroits de l'enquête, des jeunes beaucoup plus enthousiastes. Alors après, on a voulu descendre un peu plus dans le détail et voir sur quel type d'action les répondants faisaient confiance ou non justement à l'intelligence artificielle en général. Ce qui ressort là aussi assez nettement, c'est un clivage entre ce qui est de l'ordre de l'usage, on va dire, informationnel, pour aller très vite, et puis des usages qui sont plus sur des questions de responsabilité lourde, voire de vie ou de mort. Quand on est sur de l'informationnel, on a un taux de confiance qui est relativement élevé. Donc par exemple, détecter des erreurs dans des textes, analyser des quantités importantes de données, trouver des informations, on est à respectivement 75, 73, 70% de confiance. Et tout en bas de la liste, vous avez rendre des décisions de justice, piloter un avion, piloter une voiture, prescrire un traitement, où là vous avez des scores qui sont beaucoup plus bas. Par exemple, prendre des décisions de justice, c'est 25% de confiance seulement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le détail, par exemple, pour rendre un diagnostic, ils font confiance à 41% à l'IA. En revanche, pour prescrire un traitement, on descend à 33%. Donc voilà, plus il y a des questions de responsabilité, voire de risque vital, plus la confiance décroît. On est descendu aussi en détail pour repérer effectivement s'il y avait des distinguos de genre, d'âge, de catégories socio-professionnelles. Et là, effectivement, il y a des différences assez nettes qui apparaissent dans toute notre étude, mais notamment sur la partie IA. Et sur la partie IA, régulièrement, vous avez les hommes qui sont, on va dire en général, plus confiants que les femmes, les jeunes aussi, et puis les catégories socio-professionnelles supérieures. On les a encadrées en rouge sur le petit tableau que vous avez là encore que vous pourrez retrouver dans vos documents, et ça se reverra sur d'autres questions. Ils sont en général plus confiants, voire nettement plus confiants. Question suivante qu'on pose chaque année sur le focus technologique de l'année, puisque pour chaque baromètre, on a en plus des questions génériques une thématique de l'année. C'était le Covid et l'information sanitaire en 2022, c'était le risque climatique en 2023, cette année l'IA. On interroge nos répondants sur à qui font-ils confiance, et en l'occurrence la question était à qui faites-vous confiance pour évaluer les risques et les bienfaits associés au développement de l'IA. Et là, on retrouve un classement qui est relativement proche de ce qu'on avait
avez les autres années, d'une part sur le Covid, d'autre part sur le climat. Il y a d'abord, et ça fera plaisir je pense à un certain nombre de personnes dans la salle, peut-être pas un plébiscite, mais en tout cas une confiance qui est forte pour les acteurs de la culture scientifique. Les scientifiques et les chercheurs en général ressortent en tête de classement à 68%. Les musées et centres de culture scientifique à 59%. Et promis, on n'a pas soudoyé les répondants pour qu'ils répondent à cette question positivement. Et puis les journalistes scientifiques ressortent à 56%. Tout en bas du classement, on retrouve, et là encore malheureusement comme les autres années, les élus et représentants politiques qui ne bénéficient que de 22% de confiance. Et fait étonnant, les entreprises sont relativement basses comme les autres années, mais quand on regarde, on a posé la question des GAFAM, faites-vous confiance aux GAFA pour évaluer les risques et les avantages de l'IA, et ils ressortent à 29%, c'est-à-dire quasiment 10 points de plus que les élus et responsables politiques. Là encore, focus sur les 18-24 ans, ils font systématiquement plus confiance à tous ces acteurs. Et là encore, ça se vérifiera dans d'autres parties de l'étude où on voit que globalement, les plus jeunes membres de notre panel sont plutôt plus confiants envers la science, la technologie. Et là, vous le voyez, les acteurs en capacité de les guider dans la révolution de l'IA. Alors après, comme je vous l'annonçais, on est descendu plus en détail sur les IA génératives, donc cette nouvelle génération d'applications de l'IA qui, en gros, en tout cas pour son usage public, a 1 an. Ça a gardé à l'esprit pour voir tous ces chiffres, on est sur quelque chose de très récent. Et toutes les technologies du type ChatGPT, DALL-E, Midjourney, donc tout ce qui permet de générer automatiquement du texte, de la vidéo ou de l'image. Alors, qui en a déjà entendu parler? On a 65% de répondants et 34%, donc en gros un bon tiers qui ne connaissent pas cette technologie. Plus intéressant, quand on leur demande est-ce que vous en avez déjà utilisé, là on a 23% qui disent oui. Alors ça peut sembler peu, en même temps on est quand même sur une technologie qui a 1 an, donc ça montre bien qu'il y a quand même une entrée en force de ces nouvelles possibilités dans la vie d'un certain nombre de Français. Et là encore, ce qui est plus intéressant, c'est de descendre dans le détail. On retrouve à nouveau des scores plus hauts chez les hommes plutôt que chez les femmes, c'est ce qui est encadré en rouge. Dans les catégories d'âge les plus jeunes, en fait c'est assez simple, c'est plus vous êtes jeune, en tout cas parmi nos répondants, plus vous avez entendu parler de l'IA générative ou plus vous l'utilisez. Et puis évidemment aussi les CSP+, avec une surreprésentation probablement de métiers qui ont plus d'avantages à utiliser l'IA générative. Et j'attire votre attention sur le chiffre de ceux qui en ont déjà utilisé. Vous vous souvenez qu'on était sur 23% sur l'ensemble du panel. Sur les 18-24 ans, on passe à 46%. Donc 23%, on en reverra après, mais si on fait le ratio, ça veut dire que pour l'ensemble du panel, on est à peu près à 5% de l'ensemble des sondés qui utilisent déjà régulièrement de l'IA, et le chiffre est beaucoup plus important pour les jeunes de 18 à 24 ans, de l'IA générative. Là, à nouveau, on a demandé aux interrogés ce que concrètement, alors pour ceux qui avaient dit oui, on utilise de l'IA générative, pourquoi ils l'utilisent? Et le trio de tête, c'est un usage qui, à mon avis, n'étonnera personne, c'est pour se renseigner sur un sujet à 68%, traduire un texte, 61%, rédiger un texte à 59%. Et le chiffre qui est intéressant, c'est ceux qui répondent je le fais régulièrement, donc c'est en bleu foncé à gauche. Et là, on est sur le trio de tête, donc se rend information, traduction, rédaction de texte, sur en moyenne 23-24%. Donc c'est ce que je vous disais, 24%. Des 24% qui eux-mêmes disent l'utiliser, ça fait donc 5% de Français, ou en tout cas 5% de nos panélistes, qui utiliseraient déjà régulièrement l'IA générative pour ce type de tâches. Et là, mais vous connaissez maintenant la chanson, si j'ose dire, les chiffres sont plus élevés systématiquement sur les 18-24 ans et aussi sur les 25-34 ans. Et il y a des chiffres en particulier intéressants. Quand on leur demande, par exemple, pour rédiger un texte, on passe à 68% d'usage sur les plus jeunes, ce qui peut donner quelques sueurs froides aux enseignants qui peuvent être dans la salle. Alors ensuite, on a demandé aussi aux répondants quel était leur jugement sur les résultats et les succès de l'IA générative. Alors, ils sont en grande proportion impressionnés par la vitesse que mettent ces technologies à produire des résultats, 87%. Ils ne sont pas pour autant dépourvus d'esprit critique, puisqu'on leur demande est-ce que vous vérifiez les résultats obtenus en les comparant avec d'autres sources d'informations, on a 80% qui disent oui. Et puis quand même, quasiment autant, 78% des répondants qui se demandent, qui s'interrogent si les résultats obtenus sont fiables. Donc on voit que cet usage à la fois récent mais en progression de l'IA n'est pas exempt d'esprit critique ou de prudence par rapport à résultats qu'elle peut fournir. Et puis, là encore, des chiffres un peu plus élevés, pas beaucoup plus élevés, mais un peu plus élevés sur cette confiance envers l'IA, sur tous les valeurs positives associées à l'IA générative chez les membres les plus jeunes de notre panel.
Et puis dernière question, en tout cas dans la synthèse qu'on vous présente ce matin, encore une fois je vous invite à aller sur le document où vous trouverez d'autres informations. On a posé la question, est-ce que vous pensez qu'un jour une IA pourrait recevoir un prix Nobel? Alors on a une majorité très nette, quasiment les 3/4 du panel qui disent non, 24% qui disent oui. Et puis, mais ça ne vous étonnera pas, quand on interroge les 18-24 ans, en revanche, on a plus que, alors toujours une forte majorité, 67% qui disent non, mais quasiment un tiers à 32% qui disent oui. Et vous pourrez mettre ça en lien avec certaines des réponses très affirmatives que vous avez pu voir dans le micro-trottoir. Et je vais passer la parole à Matteo Merzagora qui va vous présenter la partie de l'étude qui est relative au rapport des Françaises et des Français à la science. Merci beaucoup Romain, merci d'être là. Donc une partie du baromètre est dédiée à la relation des Français à la science. Il faut savoir que sur ces sujets spécifiques, il existe beaucoup d'études au niveau français et au niveau européen ou international qui posent exactement cette question comme question principale du sondage. Et dans les baromètres de l'esprit critique, ce qui est intéressant, c'est de croiser cet élément avec la façon dans laquelle les publics s'informent, c'est-à-dire esprit critique, c'est à la fois comment on attribue de la confiance, comme le disait Bruno Macquart avant, en raison de la façon dans laquelle la connaissance qu'on rencontre est produite, donc la méthode scientifique, les acteurs de la recherche scientifique, et de l'autre côté, comment cette information est diffusée et comment arrive jusqu'à nous. Et donc c'est là toute la partie qui concerne les médias, l'information et la façon dans laquelle on est capable d'attribuer de la confiance aux différents médias. Quels sont les critères qu'on utilise? Mais donc là, on reste pour un instant sur les Français et la science. Et je vais aller relativement vite sur cette partie qui est la partie stable du baromètre, qui ne change pas d'une année à l'autre et que donc pour ceux qui ont vu les éditions précédentes, on reste à peu près sur les mêmes questions. Donc déjà on interroge quelles sont les activités à caractère scientifique que les Français pratiquent. On voit que au moins 60% des Français font quelque chose qui a à voir avec la science au moins une fois par mois. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple regarder des documentaires scientifiques qui arrivent en tête ou s'informer sur Internet sur des sujets scientifiques. C'est intéressant de noter que, en lien avec l'intelligence artificielle, l'effet d'utiliser des IA génératives commence à arriver dans les sondages. On saura dans 2-3 ans si c'est quelque chose qui va s'imposer ou bien quelque chose qui va rester anecdotique. Et donc c'est aussi une façon de voir si c'était un effet des modes ou si c'est une révolution qui persiste. Cette pratique scientifique est évidemment beaucoup orientée à l'information, mais aussi au loisir. On voit que 2 Français sur 5 incluent l'effet de visiter des centres de sciences, par exemple, dans leur activité des loisirs. Rien de particulièrement surprenant dans cette slide, mais ça nous permet de profiler un peu nos visiteurs. Cette curiosité pour l'information scientifique est accrue, est plus haute chez les jeunes, toujours cette focus sur les 18-24 ans que sur le reste de Français. Et donc il y a un appétit pour l'information scientifique chez les jeunes. Pour quelle information scientifique? Je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails de tout ça. Essentiellement, santé, médecine, climat sont les sujets qui arrivent en tête, mais vous pouvez voir, encore une fois, vous le voyez dans le document, que aussi les thèmes scientifiques plus qu'on appellerait durs ou disciplinaires, quand même sont présents dans les intérêts des Français. Autre élément, je présente la slide juste pour un peu présenter les possibilités de ces baromètres. Toutes les réponses qu'on vous a présentées de façon synthétique et que vous trouvez sont croisées par des facteurs type les niveaux d'études, les sexes, l'âge des visiteurs. Donc chaque question, on peut la regarder avec cette filtre. C'est des filtres toujours très délicats. C'est pour ça que je préfère peut-être les commentaires sur ces types de résultats
résultats, les laisser à une table ronde où on a la possibilité de détailler qu'est-ce que ça veut dire. Typiquement, on voit par exemple que les femmes seraient moins intéressées au numérique et nouvelles technologies ou à l'intelligence artificielle. Évidemment, ce n'est pas parce qu'ils sont des femmes, mais c'est parce qu'ils ont fait un parcours de vie qui les a progressivement éloignés de... Donc ce n'est pas les femmes, c'est ceux qui n'ont pas fait certaines études ou choisi certains parcours qui s'avèrent être des femmes. Donc c'est très important de ne pas tirer des conclusions trop rapides sur ces résultats, mais je crois qu'on aura la possibilité d'en discuter après. Je passe peut-être certains profils qu'on arrive à construire à partir de ces croisements. C'est là que peut être assez intéressante parmi les autres ces résultats. Quelle est l'opinion des Français par la science? Plutôt positive. La science permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Plutôt d'accord ou tout à fait d'accord, c'est 88%. Et permet de développer de nouvelles technologies, permet d'améliorer notre vie au quotidien. Mais c'est une attitude positive qui n'est pas une carte blanche. C'est une attitude positive qui ne cache pas l'effet que, si mal pilotée, disons, la recherche peut aussi donner des problèmes. On voit que la réponse, les scientifiques, par leur connaissance, ont le pouvoir qui peut les rendre dangereux, quand même, 72%. Donc, opinion très positive du rôle de la science dans la société, mais attention, il ne faut pas baisser la garde. Et ça, on le voit aussi dans des questions sur... quelle est la confiance qu'on peut attribuer aux activités des sciences et des scientifiques? Les deux premières questions montrent une certaine compréhension du rôle de la science pour l'esprit critique. La science doit douter de tout ce qui n'est pas encore vérifié et, en même temps, une affirmation vérifiée scientifiquement a plus de valeur. Les jeunes sont à peu près en ligne avec le reste des Français par rapport à la façon dans laquelle ils appréhendent le sens de la connaissance scientifique, en hausse par rapport au baromètre de l'année dernière, mais s'aligne sur les Français. Quand je disais pas de carte blanche, on l'a vu aussi dans les réponses, dans les micro-trottoirs. Est-ce que les scientifiques suivent des règles éthiques strictes? 60%. Positif, mais il faut se méfier. Il ne faut pas donner une confiance aveugle. La communauté scientifique est indépendante pour valider ces résultats, 51%. Donc, les faits que la science a une valeur positive si bien contrôlée, si bien pilotée, semblent être assez clairs dans ces réponses. Et chez les jeunes, à nouveau, on est dans une situation, mais Romain a déjà détaillé, cette confiance est du même ordre, un peu plus que le reste de Français. Je crois que je vais arrêter là pour ne pas trop prendre du temps. Et je passe la parole à Olivier Richard, qui va détailler l'autre volet qui est celui des relations aux moyens d'information et aux médias. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter assez rapidement le deuxième pilier et le troisième pilier de notre questionnaire, qui sont d'une part la relation aux médias et aux manières de s'informer des Français. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement croiser ces pratiques informationnelles avec la curiosité scientifique et les attitudes ou le rapport à l'esprit critique. Et donc enfin, le troisième pilier du sondage régulier, le rapport de nos répondants à l'esprit critique. Alors, la curiosité scientifique des répondants s'illustre tout d'abord dans le fait que les sujets scientifiques sont parmi les premiers sujets ou dans le podium des sujets d'actualité suivis par les Français, avec 69%, derrière l'actualité internationale, mais devant l'actualité politique et au même titre que les nouvelles technologies. Alors, comment s'informent nos sondés? On a le panel global en rouge et le focus sur les plus jeunes en vert en dessous. Et donc, on a d'abord et avant tout Internet. Quelle que soit la génération, aujourd'hui, Internet. Alors, on ne dit rien du site qui est consulté là, mais c'est Internet en général. Quelle que soit la génération, c'est le premier support d'information avec la télévision pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas chez les plus jeunes, puisque après Internet, c'est
leur entourage et les réseaux sociaux qui sont les principales sources d'information pour les plus jeunes. Et en tout dernier, la radio pour les 18-25, alors que c'est le troisième support d'information pour l'ensemble des répondants. Radio qui est moins consultée par les jeunes, mais en même temps qui est un espace de confiance, puisque 55% des répondants, y compris les plus jeunes, considèrent que ceux qui font confiance à ce média, suivi par Internet, quelle que soit la génération, et beaucoup plus l'entourage pour les plus jeunes, et en dernier, la presse écrite. Alors, pour juger la fiabilité des informations que nos répondants trouvent sur Internet, quels critères mobilisent-ils? On retrouve, et là, c'est les confirmations, c'est vraiment la troisième édition du sondage, donc on est sur des confirmations de tendance. On retrouve avec des petites variabilités les mêmes classements que des années d'avant, le média dont elle est issue comme critère principal, le contenu de l'argumentation et les références à d'autres sources d'informations, avec chez les plus jeunes, beaucoup plus le fait qu'un membre de leur entourage leur en parle ou qu'un expert, un chercheur la partage. On a 13% du panel et 20% des plus jeunes qui considèrent que leur entourage est digne de confiance pour partager des informations. Alors enfin, le troisième et le cœur du réacteur du baromètre, le rapport des répondants et des Français à l'esprit critique. Alors, tous les 3/4 de nos sondés considèrent qu'ils ont l'esprit critique, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est un trait de leur personnalité. 25% ne sont pas d'accord ou ne se prononcent pas par rapport à cette affirmation, avec, là encore, les gens qui sont beaucoup plus proches ou passionnés de science qui, plus que les autres, 80% affirment avoir l'esprit critique. Alors, quelles compétences et attitudes sont mobilisées pour traduire cet esprit critique? On retrouve 3 grands types de compétences qui sont soit liées à l'argumentation, soit liées à l'information, soit liées au débat et au dialogue, au débat d'idées. Et faire preuve de raisonnement logique et rationnel en premier, mais suivi également avec le fait de s'informer davantage avant de se positionner et être capable d'échanger avec des personnes aux opinions divergentes. Donc vraiment, on a le triptyque sur les trois formes de compétences qui constituent les principales compétences citées par nos répondants. Et en dernier, des choses plus radicales comme remettre en question la parole de l'autorité ou douter systématiquement des informations. Mais en tout dernier, se méfier de ces intuitions qui restent la dernière attitude choisie par nos répondants, et ça depuis le premier baromètre, alors même que c'est une compétence qui permet de se méfier de certains biais cognitifs. Alors, quel comportement nos répondants défendent-ils au sujet de l'esprit critique? La plupart déclarent qu'ils sont prêts à changer d'opinion sur la base de raisons convaincantes, 80%. Comparer beaucoup de points de vue différents avant de faire leur propre opinion pour 78%, et trouver important de remettre en question les croyances traditionnelles avec des preuves logiques et rationnelles. Là encore, on a quelque chose qui confirme les baromètres précédents avec quelques petites variations. Ce qui est intéressant, c'est de les suivre dans le temps et voir si certaines, à partir de 4-5 éditions, les dynamiques de variation. Le débat avec d'autres constitue aussi pour 60% des répondants une activité importante, principalement dans la sphère privée, au cours d'échanges entre amis, au cours d'un repas de famille, et de manière plus marginale sur les réseaux sociaux ou une réunion publique avec 22%. Et là, quand on recroise avec les typologies d'intensité de pratique culturelle ou de curiosité scientifique, les plus passionnés sont plus que les autres, affirment plus que les autres débattre, et notamment dans la sphère publique, plus que les autres répondants. Les plus jeunes également débattent principalement dans la sphère privée et un petit peu plus que le reste du panel sur les réseaux sociaux, par exemple, avec les 22% ou à une réunion publique. Mais les réseaux sociaux, et c'est également un point qui est apparu dans la confiance sur les sources d'information. Internet, les réseaux sociaux notamment, on perd de 12 points par rapport à l'année dernière. Et donc, alors, est-ce qu'on est là sur une prise de recul par rapport à la qualité de l'information?
ou un effet conjoncturel. Il faudra voir dans les prochains baromètres si cette baisse des réseaux sociaux, tant comme un espace de débat qu'un espace de confiance d'information, se confirme. Quand on les interroge sur les enseignements qui leur ont plus permis d'acquérir de l'esprit critique, c'est d'abord et avant tout des sciences humaines, avec le français et la littérature pour 40% et la philosophie. Et les mathématiques, par exemple, sont largement en dessous, avec 22% des personnes qui choisissent, qui déclarent que cet enseignement leur a apporté de l'esprit critique. Et l'échange avec les tiers est perçu comme important pour la formation à l'esprit critique, plus que ses propres réflexions. 45%, moins de la moitié des Français, considèrent que l'esprit critique s'est forgé autant par le contact avec d'autres personnes que par leurs propres réflexions. Et dans les autres personnes, on cite d'abord, pour les Français, les auteurs et les personnalités avec le cercle amical et professionnel ou le cercle familial, ainsi que les enseignants qui ont pu croiser au cours de leur vie. La même question posée aux plus jeunes, on a une affirmation beaucoup plus forte du cercle proche, la famille, 91%, mais aussi les auteurs et les personnalités et le cercle amical ou professionnel. Ça nous permet de constituer une typologie qui a sans doute qui peut être discutée, mais dans 4 grands profils autour de l'esprit critique, avec une 43% qu'on a appelé les analystes, sur lesquels on va retrouver des gens, plus souvent des gens plus âgés ou diplômés, consommateurs de médias traditionnels, qui se déclarent plus que les autres scientifiques, et se déclarant plutôt à gauche, plus souvent à gauche sur un échiquier politique. 30% de nos sondés constituent la famille des confiants, qui sont plus souvent jeunes, plus souvent masculins, confiants envers la science et les médias, et se déclarant plutôt à droite sur l'échiquier politique, sur un autopositionnement. 15% qu'on considère comme éloignés, une population plus souvent féminine. On a encore une fois, c'est pas les femmes, on a un peu plus de présence féminine dans ces éloignés, moins diplômés, moins consommateurs d'informations, faiblement engagés sur la science et qui, en général, se positionnent peu par rapport à son esprit critique et fait partie d'une catégorie qu'on peut appeler les ne se prononcent pas, qui en fait ne sont pas contre, mais sont plutôt éloignés, c'est-à-dire préfèrent ne pas se prononcer sur un certain nombre d'items. Et enfin, les défiants, qu'on a considérés comme plus en opposition avec la science ou l'esprit critique, 12% de notre panel, donc plutôt jeunes, plus souvent moins diplômés, et consultant moins les médias traditionnels et résidant davantage dans les petites communes. C'est également le cas pour les éloignés, où on a plus souvent des gens dans des petites communes françaises. Voilà, merci beaucoup. C'était très rapidement les principaux résultats du baromètre. Donc vous aurez tous les détails dans les documents et également sur ce qui sera disponible sur le site internet d'Universcience. Merci Olivier. On va passer à la dernière partie, la deuxième partie peut-être la plus importante de cette matinée, qui va être la table ronde avec notre conseil scientifique, à l'issue duquel bien sûr vous pourrez poser vos questions, réagir à tout ce qu'on vient de voir, et puis à la table ronde elle-même. Elle sera animée par le journaliste Thomas Huchon, qui s'est dématérialisé. Alors vous allez comprendre ce que ça veut dire dans quelques instants, et ça se passe sur cet écran. Bonjour à tous. Après cette présentation des résultats de la 3e édition du baromètre de l'esprit critique, nous allons passer au débat. Je suis le journaliste Thomas Huchon et je serai l'arbitre de ces discussions qui s'annoncent passionnantes. Et avant d'accueillir les remarquables spécialistes qui vont participer à cette table ronde, membres du comité scientifique de ce baromètre, je voudrais vous confier un secret. Je n'existe pas. Je suis un avatar fabriqué par l'intelligence artificielle. J'ai été entraîné à faire des vidéos de Thomas Huchon, à bouger et à parler comme lui. Mais je n'existe pas. Thomas Huchon, le vrai, tape un texte, et une intelligence artificielle fabrique cette vidéo. Mais attendez, Thomas, le vrai, va vous expliquer. Thomas ? Toujours en retard celui-là. Ah, ça y est. Tu peux leur expliquer ? Bienvenue donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie où je me suis démultiplié pour vous. Avant d'inviter les participants
de la table ronde à me rejoindre, juste effectivement vous expliquer ce petit test que nous avons voulu faire avec les équipes d'Universcience pour vous montrer à quel point finalement fabriquer du contenu avec une intelligence artificielle est peut-être pas facile, mais au moins extrêmement rapide et extrêmement déconcertant. Moi, je suis un journaliste spécialiste de la lutte contre la désinformation et j'ai donc décidé de me créer un double numérique pour lutter contre les fake news. C'est donc un faux moi qui lutte contre les fausses informations. J'espère que vous irez jeter un œil à ce nouveau projet qui s'appelle Anti-Fake News AI sur les réseaux sociaux. Mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps maintenant. J'appelle à me rejoindre autour de la table Michel Vivorca, Magda Tomasini, Michel Dubois et Emiliano Grossman pour commencer cette discussion. Je vous laisse vous installer. Je vous laisse choisir la place que vous voulez occuper sur la table. Alors, afin de vous présenter très rapidement les membres de cette table ronde, je vais vous faire une petite présentation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas moi qui ai écrit cette présentation et on vous expliquera à la fin comment elle a été réalisée. Michel Vivorca, vous êtes donc un sociologue français renommé, spécialisé dans l'étude des mouvements sociaux, des relations interculturelles, de la violence et du racisme. Vous avez écrit de nombreux livres et articles sur ces sujets et vous avez aussi été président de l'Association internationale de sociologie de 2010 à 2014. Est-ce que cette présentation vous semble pertinente, Michel? Peut-être un petit problème de... Pardon. Peut-être une date qui serait à rectifier, mais tout le reste est impeccable. Quelle est la date à rectifier? Je me souviens plus, mais je crois que c'est 2010. 2010 à 2014. Oui, oh, peut-être même pas. Même pas? Ok. Magda Tomasini, vous êtes donc une chercheuse française en sciences sociales spécialisée dans les études de genre, l'immigration et les questions de justice sociale. Vous avez travaillé sur une variété de sujets, y compris les politiques de l'immigration, les relations interculturelles et les mouvements sociaux. Vous êtes reconnue pour vos contributions à la compréhension des dynamiques sociales contemporaines et des enjeux liés à la diversité culturelle. Est-ce que ça vous semble correspondre à votre expérience? Alors, je trouve que c'est un peu trop élogieux sur le champ de... Voilà, parce qu'il y a peu de chercheurs qui peuvent être experts sur toutes ces dimensions en même temps. Donc je pense qu'il y a une petite fusion entre les travaux réalisés à l'INED et le fait que j'étais directrice de l'INED. Voilà. D'accord, il y aurait donc les chercheurs. Une appropriation peut-être un peu indue. Emiliano Grossman, vous êtes un chercheur français en sciences sociales spécialisé dans les domaines de la sociologie, de l'anthropologie et de l'histoire. Vous êtes notamment connu pour vos travaux sur les questions de mémoire collective, de politique et d'identité en France et en Europe. Et vous avez également écrit sur des sujets tels que la migration, l'intégration et les mouvements sociaux. C'est à peu près tout faux. C'est à peu près tout faux? Ouais, mais je le savais, mais je voulais quand même jouer le jeu jusqu'au bout. Et donc, Michel Dubois, il semble qu'il n'y ait pas de sociologue connu sous le nom de Michel Dubois dans les cercles académiques et professionnels les plus largement reconnus. C'est en tout cas, vous l'avez compris, ce que m'a répondu ChatGPT quand je lui ai demandé qui étaient ces éminents panélistes qui nous encadraient aujourd'hui. Et donc ChatGPT n'a pas été très sympa avec vous, Michel, j'en suis vraiment désolé. Il dit même qu'il est possible qu'il y ait un sociologue portant ce nom, qui est moins connu ou qui opère dans un domaine plus spécialisé. Sans plus de détails, il est difficile pour moi, ChatGPT, de fournir des informations précises sur cette personne. J'ai donc moi-même fait mes propres devoirs afin de pouvoir vous présenter. Vous êtes donc un sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur du groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne, le GEMAS. Est-ce que vous voulez nous rajouter quelque chose ? Non, mais il me semble que cette description que vous avez faite manuellement me paraît tout à fait adaptée. Donc, oui, c'est ce que je pense aussi. Finalement, on l'a vu, la technologie n'est pas toujours notre meilleur allié, surtout quand il s'agit d'esprit critique ou de choses qui peuvent être faites par des humains. Ce que je vous propose, c'est de vous donner successivement à chacun la parole quelques minutes afin de nous donner les enseignements que vous avez tirés de cette étude. Vous faites partie du comité scientifique qui a permis de la réaliser et ensuite de passer une discussion peut-être un petit
peu plus à bâton rompu, dans lequel chacun pourra amener son grain de sel dans cette grande discussion. On va commencer par vous, Michel. Lors de la préparation de cette discussion, eh bien, vous avez plutôt émis l'idée que il y avait une forme d'enthousiasme à voir les Français critiques et curieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels enseignements vous tirez de ce baromètre et de ces chiffres? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors oui, je suis très heureux et très reconnaissant à ceux qui ont l'idée de faire régulièrement ce baromètre, parce qu'il nous apporte des informations, des connaissances parfois surprenantes. Alors moi, mon commentaire, il sera sur ce qui m'a un peu surpris, pas sur ce qui va plutôt de soi. Hein. Bon. Alors, je laisse de côté toutes les critiques qu'un sociologue adorerait faire à la méthode. Parce qu'évidemment, dès qu'il y a des questions de méthode, on débat. Donc je laisse ça de côté. Premièrement, première remarque, dans l'ensemble, j'ai trouvé que les Français, c'est le mot que j'ai utilisé l'autre jour, sont raisonnables. C'est-à-dire, ils aiment être informés, ils aiment réfléchir, ils aiment débattre, je simplifie, mais ils gardent leur esprit critique. Donc, ils ne sont pas du tout dans l'excès, dans leur majorité. Et donc, ils sont raisonnables, capables de critiquer leurs sources d'information, capables de les hiérarchiser, ça apparaît très très nettement. J'étais très intéressé par la baisse de l'importance prise par les réseaux sociaux de ce point de vue-là. Ça m'a beaucoup intéressé de voir ça, parce que je suis assez critique sur cet aspect-là des réseaux sociaux. Donc ça tombait bien. Ensuite, deuxièmement, j'ai été très intéressé aussi par le fait que dans l'ensemble, les Français ne passent pas de l'esprit critique à l'esprit hypercritique. C'est-à-dire le doute, le soupçon, ça existe bien sûr, mais ça n'est jamais poussé majoritairement trop loin. Et donc c'est en ce sens aussi qu'on peut dire qu'ils sont raisonnables. Alors j'ai ensuite été intéressé, et ça prolonge tout ça bien sûr, par la confiance dans la science, mais l'idée que la science, elle est débat. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux, et ça c'est bien perçu, je trouve, dans l'ensemble. Et les scientifiques, sont-ils indépendants? Ont-ils une éthique? On accepte de réfléchir à ces questions. Alors ma grande joie, mais je la tempère aussitôt, c'est quand j'apprends que les sciences humaines sont très très bien perçues. Alors pour un sociologue, c'est évidemment une joie et un peu une surprise, je dois dire, parce que j'ai plutôt le sentiment que nous étions beaucoup mieux perçus dans les années 60 ou 70. Donc ça m'a intéressé. Alors j'ai regardé d'un petit peu plus près quand même ce point-là. Alors on dit les sciences humaines et puis on passe très vite au français et à la littérature. Et par conséquent, c'est quand même pas tout à fait les sciences humaines. Donc je suis un peu prudent, mais il y a quelque chose qui m'a, excusez mon corporatisme un peu critique, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé, c'est que dans les sciences dites humaines, alors il y en a une qui est en bas, c'est l'économie. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, que l'image de l'économie ne soit pas aussi haute que ce à quoi on pourrait peut-être s'attendre. Ça, c'était une surprise pour moi. Ensuite, je voudrais... alors, il y a des différences intéressantes entre la droite et la gauche. La plus intéressante que j'ai repérée, en tout cas, c'est qu'on a plus confiance souvent dans l'intelligence artificielle et dans les nouvelles technologies à droite qu'à gauche, apparemment. Certains chiffres, en tout cas, le suggèrent. Ça m'a intéressé. Hein, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'important. Alors, je voudrais dire aussi autre chose. Quand les Français disent qui sont dans l'ensemble plutôt hésitants à accepter l'idée que l'intelligence artificielle pourrait avoir un prix Nobel. Je pense que ça veut dire n'attendons pas de l'intelligence artificielle de la créativité. C'est ça que ça veut dire pour moi. Et donc l'idée que ça apporte de quoi mieux réfléchir, mieux s'informer, etc. Mais ça, bon, on pourra demander à l'intelligence artificielle de nous faire un Picasso, époque bleue, etc. Elle le fera très bien. Mais on ne pourra pas demander à l'intelligence artificielle, me semble-t-il, dans cette perspective-là, d'inventer un nouveau Picasso. Voilà, créateur à ce point. Mais peut-être que dans 2-3 ans, on verra les choses autrement. Et là, il y a un point qui est quand même extraordinaire. C'est que les Français,
et j'en arrive parce que je ne veux pas être trop long, ne sont pas du tout à la traîne. Les Français sont hyper réactifs. En un an, on s'est embarqué dans les discussions sur ChatGPT. C'est très impressionnant. Les Français sont au courant. Un certain nombre d'entre eux commencent à l'utiliser. N'est-ce pas, Thomas? Mais pas seulement. Et donc, je pense, moi, qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est que, et c'est un mot qui n'est pas utilisé dans ce sondage, mais qui est intéressant pour moi, je trouve que l'idée de progrès retrouve sa place quand on lit un tel sondage. Je trouve évidemment, mais ça saute aux yeux, que c'est porté beaucoup plus, enfin plus nettement en tout cas, dans la jeunesse. Et ça, c'est très, très encourageant. Donc, et quand on revoit des chiffres qui ne nous surprennent pas, à savoir que les politiques sont tout en bas de ceux qui ont de la confiance, la société n'est pas à la traîne du mouvement de la science et de la technologie. Et par contre, les politiques, eux, donnent l'image d'être sinon à la traîne, du moins mal placés, dis donc. Donc c'est ça pour moi la chose la plus importante. Il n'y a plus de sens de l'histoire, il n'y a plus de téléologie, mais on est dans le mouvement, on est dans le changement, on en a conscience. Et je pense, je vais le dire un peu brutalement, mais je pense que ce sondage qui nous donne confiance marque aussi une rupture, je ne l'appellerai pas anthropologique, c'est beaucoup trop prétentieux, mais quand même une entrée soft dans une rupture culturelle. C'est ça que je trouve. Ça l'indique très nettement. Les Français ont tardé. Moi, je vois dans mon domaine, la sociologie, en 2015, je crois, j'ai publié un bouquin pour dire aux chercheurs, aux sociologues, à mes collègues, écoutez, regardez un peu ce qui se passe du côté du digital et du numérique. Ça n'intéressait pas grand monde. Aujourd'hui, tout le monde est là-dedans. Donc, on part peut-être parfois un peu tard, mais vraiment, la société est dans le mouvement. Et c'est ça, moi, ma principale leçon. La société fait plaisir, la jeunesse fait plaisir. Espérons qu'un jour, les politiques nous feront plaisir aussi. Bah, écoutez, déjà, il existe encore une gauche et une droite, donc ça, selon ce baromètre, donc ça devrait peut-être nous trouver des solutions. Magda, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Michel sur ces résultats, ou est-ce que vous êtes un petit peu plus tempéré? Alors, moi, j'ai été sur ce baromètre, j'étais fortement intéressée par les résultats sur les jeunes, sur les 18-24 ans, et à la fois tant dans la dimension évaluation de l'esprit critique que dans la dimension, dans le rôle, enfin le lien qu'ils entretiennent avec l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été intéressée par la population jeune de 18 à 24 ans? Parce que je vais me présenter du coup, puisque la présentation de ChatGPT était erronée. Je suis actuellement directrice de l'évaluation de la prospective et de la performance au ministère de l'Éducation nationale. Et cette direction a la charge de concevoir des évaluations des élèves, des évaluations des compétences des élèves à tous les niveaux et dans beaucoup de dimensions. Et l'évaluation de l'esprit critique fait partie de notre activité, même si l'esprit critique n'apparaît pas en tant que tel dans les programmes scolaires. Toutes les formations visent à renforcer l'esprit critique. C'est quand même le but, un des buts de l'éducation nationale, d'armer nos élèves dans cette dimension. Et la question de l'intelligence artificielle, ce qu'on observe dans le baromètre, c'est que nos jeunes sont beaucoup plus familiarisés avec l'intelligence artificielle, ils la connaissent, ils l'utilisent, c'est des utilisateurs plus assidus que leurs aînés. Et on peut s'interroger sur leur capacité critique par rapport à l'intelligence artificielle. Et en tant qu'évaluateur, nous, à l'ADEP, au sein des équipes de l'ADEP, ça questionne la façon d'évaluer ces compétences, ce regard critique sur les outils d'intelligence artificielle. Parce que lorsqu'on évalue en fait l'esprit critique, on regarde si les élèves sont capables de questionner la fiabilité des sources, la plausibilité de l'information, la qualité des preuves et le degré de confiance qu'ils ont dans leur jugement. Alors l'intelligence artificielle, c'est, même si elle s'inscrit dans la continuité par rapport à tout ce qui est données massives, on pense aux exposés Google qui étaient capables de faire les élèves il y a quelques années, là, ils se retrouvent devant quelque chose d'un peu plus opaque et
voilà, donc comment est-ce qu'ils sont capables nous-mêmes, on est capable en fait de décrypter ce qu'il y a derrière tous les traitements qui sont réalisés par l'intelligence artificielle. Vous aviez utilisé le terme de boîte noire hein, quand on en avait discuté dans la préparation. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être pour le public ce que vous entendez par cette boîte noire qui cacherait un peu les secrets de ce qu'est l'intelligence artificielle? Eh bien, ce sont les algorithmes en fait qui permettent de rapprocher tout un tas d'informations et qui ne... Si vous voulez, si je parle de la statistique d'avant, on avait des modèles, on avait des variables, on expliquait une variable par tout un tas d'autres variables. Là, on ne sait pas en fait, on ne sait pas quels sont les modèles. Enfin, on n'a pas de formalisation des modèles, on a plutôt des critères de proximité entre les différentes informations et la façon dont on arrive à construire une connaissance, mais sur la base de critères de proximité et qui sont rendus possibles par la puissance des algorithmes, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais du coup, on ne lit pas le modèle sous-jacent, il n'y a pas un modèle sous-jacent derrière. Il y a donc fatalement une question de transparence à demander à l'avenir et probablement des évolutions, y compris réglementaires, sur ces aspects-là. Merci beaucoup Magda. Michel Dubois, quand on a préparé aussi ces discussions, vous partagiez une partie de l'enthousiasme de Michel Vivorca, mais vous étiez plus tempéré sur un certain nombre de points. Est-ce que vous pouvez partager avec notre public ici présent eh bien, ces petits points de tempérance, peut-être, nous pourrions dire? Alors, je ne sais pas si c'est la tempérance, mais j'ai effectivement peut-être quelques notes discordantes, et après on pourra alimenter un petit peu la discussion par rapport à ça. Je pense que c'est, comme l'a dit Michel, effectivement c'est extrêmement utile d'avoir cette enquête aujourd'hui, puisqu'on se situe dans un contexte post-Covid. Et on s'est tous posé la question, bien sûr, de savoir dans quel état on sortirait de cette crise Covid, notamment du point de vue, pas simplement de la communauté scientifique, mais aussi de l'image publique des sciences, la façon dont le grand public perçoit les sciences. Et on a été abreuvé, depuis quand même 2-3 ans, de discours extrêmement anxiogènes. Donc tout le monde, à un moment donné, a perçu ce discours sur la défiance, la méfiance, la société française qui serait malade de la défiance. Sur tous les plans, hein, que ce soit sur le plan scientifique ou sur d'autres plans. Mais nous, effectivement, en tant que chercheurs au GEMAS, on travaille beaucoup sur cette question de l'image publique des sciences. Et donc, on était très intéressés par cette enquête parce qu'elle vient conforter un petit peu nos hypothèses initiales. C'est que ces discours qui alimentent ce climat anxiogène sont des discours qui sont finalement fondés sur pratiquement rien. C'est-à-dire que dans nos enquêtes, on a systématiquement plutôt des expressions de confiance. Alors, une expression de confiance qui n'est pas sans réserve, sans esprit critique, mais comme l'a dit Michel, effectivement, il ne faut pas confondre ce qu'est l'esprit critique et ce qui serait une sorte de scepticisme de principe. Et ici, je pense que nos enquêtés sont finalement assez raisonnables sur beaucoup de plans. Et par ailleurs très enthousiastes sur également énormément d'autres plans. Donc je dirais que cette enquête arrive au bon moment pour essayer justement un petit peu de rassurer tout le monde, de montrer que les enquêtés n'ont pas perdu le contact avec les sciences et les techniques, sont très intéressés par les nouveaux développements. Et de ce point de vue-là, je pense que si on essaye de mettre un petit peu en perspective cette enquête avec tout ce qu'on sait maintenant depuis les années 70, on est plutôt sur une dynamique assez intéressante et assez, me semble-t-il, plutôt qui prête à l'optimisme. Alors, mon point de discussion sera plutôt sur effectivement la question de la perception de l'intelligence artificielle sur deux plans. Le premier plan, c'est tout d'abord ce qu'on a dans l'enquête, c'est une expression d'ambivalence. C'est-à-dire que nos enquêtés, nos répondants ici nous disent que du point de vue des applications de l'intelligence artificielle, finalement, ils en attendent autant de bien que de mal. C'est l'opinion dominante. Et donc, on est sur une sorte de tension. Et c'est cette tension-là qui me semble être assez symptomatique de la situation française, c'est-à-dire la caractéristique de la population française. C'est exprimé de façon très très forte cette ambivalence, et c'est un record quasiment à l'échelle mondiale. Dans les grandes enquêtes internationales, nous sommes les recordman de l'ambivalence, de cette tension entre le bien et le mal, entre les risques et les bénéfices. Et notre enquête de ce point de vue-là souligne bien que l'IA, comme n'importe quelle autre innovation technologique, finalement concentre cette expression d'ambivalence. Donc je dirais que ça, c'est un enseignement important parce que ça confirme ce que l'on sait déjà, et par ailleurs, ça montre qu'il n'y a pas de rapport simple à l'innovation technologique en France. Nous sommes maintenant, depuis les années 70, plus exactement, dans les années 70, nous avions un rapport assez simple à l'innovation, avec l'idée qu'il y avait une forme de convergence entre progrès scientifique d'un côté et progrès social de l'autre. Nous avons perdu, dans les années 80-90, cette idée d'une forme de convergence
convergence. Et donc il y a toujours une interrogation sur l'ensemble des innovations autour de ce qu'elles apportent pour la société, pour le bien-être. Et je pense que l'IA, de ce point de vue-là, ne fait pas une exception. Donc ça, c'est un point qui me paraît très important. L'autre point qui me semble tout aussi, peut-être encore plus important pour l'avenir en tout cas, c'est ce que l'enquête montre sur les usages de l'IA générative. Et que font les utilisateurs de l'IA générative? Ils s'informent. Et c'est là où on a un gros problème, me semble-t-il, pour l'avenir, c'est-à-dire que ici, il y a sans doute une incompréhension sur la manière dont les IA fonctionnent. Les IA ne sont pas des dictionnaires, les IA ne sont pas des wikis. Les IA fonctionnent sur des jugements de vraisemblance et d'association, comme l'a dit Magda, et sont dépourvus de tout critère de vérité ou de fausseté. Et donc, ici, il est évident que si nos utilisateurs de l'IA générative sont très jeunes, si par ailleurs ils s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux et entre eux, dans un cercle parfois fermé, et si on rajoute une couche d'usage de l'IA générative pour s'informer, on a une situation qui est sans doute assez explosive sur les usages d'informations et de désinformations pour les jeunes générations. Et donc je dirais que, en tout cas moi, me semble-t-il, c'est un enseignement majeur de cette enquête et j'insisterai bien sur un petit peu la dimension critique qu'on va avoir, notamment pour essayer d'éveiller cet esprit critique à l'égard des usages de l'IA qui me semble encore un petit peu sous-dimensionné. En gros, il y a à la fois la recette d'une forme d'esprit critique et aussi la recette d'une forme de cauchemar informationnel pour des générations désinformées par des modèles algorithmiques, poussés par des algorithmes sur les réseaux sociaux et qui à la fin ferait un espèce de désordre total dans la tête de nos plus jeunes. C'est ce que vous essayez de nous... Oui, alors je ne vais pas dramatiser la situation. J'essaie de mettre un point sur cette question des usages de l'IA générative, en croisant ça avec l'idée aussi, parce qu'il y a une question qui était très intéressante qu'on a mis dans l'enquête sur, mais lorsque vous utilisez l'IA générative, est-ce que vous allez croiser vos informations avec d'autres sources? Est-ce que vous allez chercher d'autres sources pour confirmer ou réfuter les informations que vous avez? Et bien entendu, ce sont les plus jeunes, malheureusement, qui ne vont pas croiser les sources, là où les populations plus âgées, les générations plus âgées, vont sans doute avoir un doute plus fort et vont chercher à croiser les informations. Donc, voilà, on a du boulot, il y a un défi majeur, mais cette enquête permet de bien cibler, de bien cartographier finalement un petit peu les chantiers pour l'avenir. D'accord, merci beaucoup Michel. Emiliano, peut-être avant de nous donner les grandes conclusions que vous tirez de cette enquête, rebondir sur ce que disait Michel, que vous aviez abordé aussi dans la présentation, dans la préparation de cette table ronde, ce rapport des années 70 à aujourd'hui et d'un rapport différent des Français à la science, en tout cas de leur défiance. Vous nous avez expliqué qu'il y avait à la fois des questions éthiques et peut-être aussi auparavant des questions morales et que le jugement a un peu évolué. Et ensuite peut-être vos principales conclusions. Bon, ça faisait partie d'un des points que je voulais faire. Effectivement, quand il y a des enquêtes sur les sciences depuis les années 70, et en fait, elles montrent que dans les années 70, par exemple, les gens très religieux avaient été sceptiques vis-à-vis des sciences par rapport à ce qu'elles pourraient faire, par rapport à des valeurs, etc. Et donc ça a peu à peu disparu. Et aujourd'hui, le doute des sciences, et je pense que dans le contexte du Covid, on l'a beaucoup entendu, est plus le doute sur les scientifiques. C'est pas sur la direction de la science en elle-même peut être bonne, mais on doute du fait que les scientifiques, eux, ils soient intègres et qu'ils ne soient pas à la botte de tel ou tel intérêt privé et qu'à ce titre, donc, ils n'agissent pas dans le meilleur intérêt des bénéficiaires de la science et que donc là il peut y avoir un espèce de décalage. Donc, et ce doute-là, on en a déjà pas mal parlé, qu'il y a où est la limite entre le bon doute et le mauvais doute, et ça fait partie d'un des enjeux dont parle cette enquête. J'ai pensé en écoutant Michel Dubois que un des éléments qu'on a vu ces dernières années, au cours de la dernière année, depuis que ChatGPT est apparu, c'est que les réponses de ChatGPT sont devenues moins précises. Parce que ChatGPT on l'a vu dans la préparation de cette table ronde. Les IA sont interactives, donc du coup, les gens qui posent des questions, en fait, ils contribuent au développement de l'IA. Or, les gens ont réussi à convaincre que 2 et 2 n'est peut-être pas 4, l'IA. Donc là, il y a aussi notre usage qui fait que cet outil, aussi puissant et intéressant qu'il soit, est aussi à la merci de nous. Donc c'est pas que la responsabilité de l'IA elle-même et de ces algorithmes qui sont effectivement assez
assez peu compréhensible, surtout dans le ChatGPT. Il y a d'autres IA où les algorithmes sont transparents et celles-là, elles sont plus intéressantes. Je voudrais revenir donc sur quelques points de l'enquête, notamment un point qui moi m'a surpris aussi, donc qui a déjà été mentionné, c'est que les sciences sociales ou les sciences humaines apparaissaient comme plus à même de nourrir l'esprit critique, contrairement à l'économie. Ça m'a fait plaisir en tant que politiste, parce que les économistes ont quand même une très haute opinion d'eux-mêmes, et donc manifestement ils n'arrivent pas à les transmettre à tout le monde. J'espère qu'il n'y a pas trop d'économistes dans la salle, Emiliano. Non, mais je l'espère. Je reviens parce qu'il y a quand même un souci pour moi dans cette histoire-là, c'est-à-dire que je comprends quelque part et que en même temps on n'associe pas les autres sciences dures avec l'esprit critique. Je trouve ça, au fond, je trouve ça problématique. C'est pas complètement étonnant dans la mesure où, au lycée, à l'école, c'est vrai qu'on va discuter des textes, de douter des auteurs, etc., plus en français qu'on ne le fera en chimie. Parce qu'en chimie, finalement, on va apprendre des tables de matière, etc. Donc, c'est pas là où on va discuter. En même temps, c'est de là que viennent les savoirs les plus concrets, les plus précis. Et le fait que les gens, finalement, associent plus les sciences molles, et je l'ai dit en étant un représentant des sciences molles, avec l'esprit critique, que les sciences dures, je trouve ça un tout petit peu problématique, parce que finalement ça témoigne d'une vision des sciences qui est peut-être un tout petit peu erronée ou pas très précise. De même, je me demande dans quelle mesure ça va avoir, on en a entendu parler dans les résultats qu'il y a des petites différences de genre qu'on n'a pas regardé dans le détail et dont il faut se méfier, comme l'a dit le présentateur, mais en même temps qui témoigne aussi du fait que les femmes continuent à s'intéresser moins aux sciences dures, et même s'il y a du rattrapage en cours, il y a quand même donc cette image des sciences dures et molles, c'est un problème parce que finalement ça structure aussi ce dont les gens ont envie et la manière dont ils se projettent eux-mêmes dans l'avenir et les études qu'ils vont choisir. Donc là, il y a quand même quelque chose que cette enquête montre et confirme, qui n'est pas entièrement nouveau, mais qui me semble important à prendre en compte. Deux derniers points. Une chose sur les attitudes sceptiques vis-à-vis des sciences, qui sont un problème, et ça a beaucoup augmenté, j'ai l'impression, avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas si l'IA est directement liée à ça. Une des choses qu'on voit en France et qui est peut-être différente de ce qu'on voit ailleurs, c'est que le sentiment anti-science, il est assez démocratiquement distribué dans la société. C'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement le fait du niveau d'éducation, du niveau des revenus, de la position sociale, etc., mais qu'on en trouve un peu partout. C'est bien et c'est mal. C'est bien dans la mesure où c'est pas juste les différences sociales qui expliquent la distance vis-à-vis des sciences. C'est mal parce que ça montre aussi que c'est vachement dur de lutter contre ça, parce que il y en a un peu partout. Et donc cet éveil à l'esprit critique, au bon esprit critique, et je conclurai là-dessus, est absolument crucial. Parce que je pense aussi que dans cette étude de l'attitude face aux sciences, on voit qu'il y a plusieurs esprits critiques. Ça rejoint l'élément sur le bon doute et le mauvais doute. Il y a ceux qui ont un doute fondamental et qui doutent de tous ceux et qui se croient en droit aussi de douter d'à peu près tout. Mon avis vaut la même chose que le tien, même si toi tu es professeur de physique et moi je n'ai pas fini mon lycée. Donc là il y a un doute des élites où je pense qui passe du politique vers le scientifique, et là il y a un souci, c'est-à-dire qu'on n'aime plus trop nos élites, le populisme a le vent en poupe, et ce populisme en politique s'est traduit progressivement aussi sur ce qui se passe dans l'attitude face aux sciences. Si en politique toutes les opinions se valent, alors en sciences peut-être aussi. Et là, il y a un problème, parce que je pense que cette autre évolution depuis les années 60 jusqu'aux années 2020, c'est que il y a de plus en plus de monde qui se croit en droit de douter de tout et de n'importe quoi, donc y compris des gens et des avis qui ne sont pas des questions d'opinion, mais vraiment des faits scientifiques, mais qui finalement sont dégradés en opinion. Voilà. Est-ce que cette défiance que l'on peut sentir, ou cette méfiance d'une partie des Français, elle est liée à un rejet des élites, donc à une forme de populisme, ou est-ce qu'elle n'est pas aussi explicable par cette
nouvelle horizontalité qu'ont créé les réseaux sociaux dans nos relations entre nous. Puisque comme tout se situe dans le même fil d'actualité, la parole du scientifique ou du petit cousin de 14 ans qui pense que la Terre est plate, est-ce qu'il n'y aurait pas dans nos usages informationnels une piste d'explication dans cette vision un peu totalement horizontale de la société ? Je pense que l'un nourrit l'autre. Hein. Je pense que c'est pas du tout contradictoire. Et c'est vrai que quand on regarde qui domine les réseaux sociaux, c'est les populistes. Donc là, il y a effectivement des choses. Évidemment, c'est pas des processus monocausaux. Tout cela va pas dans le bon sens. Ça, c'est certain. D'accord. Alors, Michel Dubois veut intervenir. Et juste une réaction, parce que je trouve toujours fascinante ces discussions sur la défiance. Il me semble que quelque part, on a mesuré ça sur cette enquête, et ça concerne, sur la base des typologies proposées par OpinionWay, 12% des enquêtés. Donc essayons de ramener un petit peu les choses à leur mesure, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire autour de ce sentiment de distance ou de défiance, quelle que soit la façon dont on le mesure. Mais il faudrait éviter de se focaliser, d'être obnubilé par ces 12%, en oubliant finalement quand même l'immense majorité des enquêtés qui n'ont pas du tout cette posture. Je ne dis pas qu'il y a un problème, mais je pense que c'est intéressant de le ramener à une mesure qui soit un petit peu raisonnable. Donc ça me paraît un point important. L'autre point, on a tous, pour différentes raisons, des raisons professionnelles ou personnelles, les yeux rivés sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir par rapport à la population générale. Les réseaux sociaux, c'est un miroir déformant, parfois un miroir grimaçant, et donc il faut quand même aussi faire un petit travail d'acculturation en ayant bien en tête ce qui différencie ce qui se passe sur les réseaux sociaux de ce qui se passe dans une population générale. Et de ce point de vue-là, les sciences sociales, à l'INED, mais au CNRS, tous ceux qui sont engagés sur ces travaux en sciences sociales ont précisément comme mission d'essayer de faire ce travail de distinction entre ces minorités qui sont mobilisées, très brillantes et très vocales sur les réseaux sociaux, et ce qu'on peut analyser dans les grands panels. Ce sont deux réalités assez différentes. Alors, je crois que Michel voulait intervenir aussi. Merci. Effectivement, attention au miroir déformant. La réalité n'est pas fatalement notre perception, et notre perception n'est pas fatalement la réalité. Je voulais faire 2-3 remarques, je vais les faire brièvement. D'abord, la petite expérience initiale, le CV de chacun de nous, c'est extraordinaire. Alors, il y en a un qui se reconnaît, un autre qui dit moi j'existe pas, un troisième dit moi c'est n'importe quoi, et le quatrième dit on mélange ma trajectoire scientifique et ma trajectoire institutionnelle. Donc, rien qu'une expérience comme celle-là, tout le monde peut la faire, je veux dire, elle est très facile à faire, elle nous dit il faut réfléchir. Hein, bon, et je crois que c'est perçu comme ça, l'intelligence artificielle, ChatGPT. Donc, mon premier point, c'est que... Je suis ravi que ça vous ait plu, Michel. C'est merveilleux comme exemple, je trouve. Hein, donc, je ne vais pas sortir de là en disant c'est génial ChatGPT, puisque ce qu'ils disent de moi est convenable. Bon, non, j'ai vu autre chose. La deuxième remarque que je voudrais faire, elle est un peu plus lourde. Les gens qui sont dans l'hypercritique, dans le soupçon, dans les positions radicales, ce ne sont pas forcément des gens qui sont contre la science. Ce sont des gens qui vont produire eux-mêmes leur science, si je peux dire. On connaît tous, je pense ici, des gens qui, pendant le Covid, étaient contre la vaccination et allaient chercher sur Internet de quoi justifier leur position. Et trouver sur Internet des tonnes de choses, y compris quelques scientifiques à la dérive, quelques médecins étant de leur côté, etc. Et donc, moi j'en ai connu des amis à moi qui sont remarquablement documentés et qui continuent à se documenter, qui lisent énormément. D'ailleurs, quand on dit les sciences humaines, il y a aussi tout ce qui est développement personnel et ce genre de choses, et c'est peut-être un biais qui mériterait d'être approfondi ensuite, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas contre l'idée qu'on peut savoir scientifiquement, c'est je vais moi devenir scientifique grâce à Internet, aux réseaux sociaux, etc. C'est un point important. Puis le troisième point, je reviens au sondage proprement dit, à l'enquête, il y a quand même une chose importante. Je trouve que l'idée il faut réguler, il faut réfléchir. Alors les hommes, on nous dit que les hommes raisonnent d'abord et que les femmes fonctionnent un tout petit peu autrement par rapport à tout ça, mais quand même, il y a l'idée que c'est pas quelque chose qu'on prend comme ça, tel quel. Hein. Et donc, et qu'il faudrait maîtriser d'une manière ou d'une autre. Je trouve que c'est très encourageant et c'est un peu la réponse Michel est un peu plus pessimiste que moi à 10 ans, mais c'est quand même un peu la réponse à ça. Oui, il y a tension, ambivalence,
mais on avance dans cette tension. C'est pas régressif. Voilà un peu comment je voulais réagir. D'accord. Magda, est-ce que vous voulez peut-être nous donner une réaction aussi là-dessus, avant de probablement laisser la parole à la salle qui trépigne déjà d'impatience de pouvoir vous interroger? Non, peut-être juste dire qu'en fait, l'esprit critique, c'est très difficile à définir. Hein. Il y a pas de et c'est multifactoriel. C'est à la fois, il faut avoir des compétences de raisonnement, il faut avoir une attitude réflexive, et il faut aussi avoir des connaissances. Et l'esprit critique, il se construit aussi par rapport à une problématique. Donc c'est sans doute pour ça que, suivant ces différents paramètres, hein, on peut avoir un esprit hyper critique et toutes ces attitudes, voilà, tous ces positionnements différents. Avant de donner la parole à Emiliano, ce sur quoi vous insistiez à la fois dans la préparation et depuis le début de votre prise de parole, c'est sur le fait que toutes ces explications sont fatalement multifactorielles, qu'on ne peut pas réduire les choses à quelque chose de blanc ou noir, qu'en réalité il y a une multitude de variations et de nuances qu'il faut prendre en considération. Oui, c'est ça. Et alors c'est effectivement, hein, le questionnement du baromètre vise à pouvoir prendre en considération toutes ces dimensions, mais c'est un exercice difficile. Oui. Emiliano ? Oui, juste une réaction sur le fait, je partage en fait ne pas si pessimiste Michel Dubois tout à l'heure, qui disait quand même ce n'est que 12%, donc n'en faisant pas toute une montagne. Et je voudrais pas qu'on en fasse une montagne. Le problème, c'est que ces 12% sont plus bruyants que les autres. Et là, il y a un vrai souci. Et une des choses qu'on voit assez rapidement sur les réseaux sociaux, que je fréquente beaucoup trop aussi, c'est que dès que quelqu'un se met un peu en exergue, qu'il devient un peu visible, il y a des armées de trolls qui lui arrivent dessus. Je prends l'exemple parce que c'est complètement anodin en apparence. Il y a eu quelques mois, il y a eu un thread sur Twitter sur comment bien utiliser son lave-vaisselle. Et bon, moi je m'abonne à des bêtises comme ça, je trouve ça intéressant, donc c'est des trucs de technique. Et en fait c'est assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui fait régulièrement des petites publications sur le fonctionnement des objets ménagers, etc. Je m'y intéresse. Et ce thread-là, par contre, il était très très visible. D'habitude, il a quelques centaines de vues, là il y avait des dizaines de milliers. Et tout à coup, il a reçu des menaces, c'est complètement parti en vrille, au point qu'il a retiré ce thread. Donc c'est clair que la majorité des gens, on ne comprend pas comment on peut en venir là par rapport à une explication de comment bien utiliser son lave-vaisselle. Mais je pense que ce qui arrive dans les sciences est très similaire. Donc, et on a vu beaucoup dans le contexte du Covid que des prises de position tout à fait raisonnables, tout à coup, sont attaquées sur les réseaux sociaux par les 12% ou des membres de ces 12%, parce que ce n'est même pas tous les 12%, mais qui dominent beaucoup les échanges sur les réseaux sociaux. Voilà. Bah écoutez, vous avez déjà une piste pour le prochain baromètre, hein, esprit critique et appareil ménager. Quel rapport des Français. En tout cas, merci beaucoup pour cet exemple qui montre bien que les perturbations informationnelles touchent tous les domaines de la société, la science bien entendu, mais aussi des choses beaucoup plus anodines. Je vous propose, si vous avez des questions, eh bien de vous signaler. Il y a un micro qui se déplace, qui est par là, et nos intervenants sont là pour vous répondre. Écoutez, vous avez visiblement été parfait puisque tout a été expliqué. Non, quand même. Alors c'est une première question. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter? Oui, bien sûr. Pas de souci. Bonjour, déjà merci à la Cité des Sciences et merci aux intervenants et aux présentateurs pour cette table ronde. Marine Mercadier, je suis médecin généraliste, je suis également membre de l'ASTEC, l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Moi j'ai une question, ça m'intéresse tout particulièrement parce que je mène mon sujet de thèse justement sur l'impact de la vulgarisation sur la consommation d'homéopathie. Donc voilà, sujet très esprit critique. Vous parliez de ChatGPT et de la manière dont les algorithmes sont entraînés et du fait qu'on ne sait pas trop
trop ce qu'il y a dans la boîte noire, mais qu'on sait ce qu'il y a en entrée, c'est-à-dire l'information en question. Du coup, une question qui peut paraître simple, mais dont la réponse est probablement très complexe, est-ce qu'il ne suffirait pas d'augmenter la qualité de l'information de base en entrée pour du coup améliorer les capacités des IA génératives à donner des réponses justes, entre guillemets, et si oui, comment on fait, sachant que les vulgarisateurs ont du mal à s'imposer dans un environnement hostile, vous le disiez, notamment sur Twitter. Peut-être qui a envie de répondre à cette question? J'ai l'impression que tout le monde se défausse sur vous, Magda. Voilà, c'est le... je pense, en fait, ça là, vous questionnez la partie identification des sources, mais dans ce qu'on disait, hein, c'est que dans ChatGPT, il y a une mise à jour qui est faite régulièrement avec d'autres informations. Donc oui, il faudrait pouvoir contrôler ce qui est utilisé en entrée, à minima que ChatGPT cite ses sources, en fait, et cite ce qu'il a utilisé au départ pour faire sa synthèse en sortie. C'est le minimum, je pense. Bonjour, alors même introduction, merci infiniment pour cette table ronde des plus intéressantes et puis pour le baromètre de l'esprit critique aussi de manière générale, auquel nous avons eu la chance avec mes camarades de la STEC, puisque je fais partie de la même structure que ma consoeur qui est ici. Je suis Anthony Da Silva, Cavlet Tapas, je suis médiateur scientifique et culturel et responsable d'accessibilité pour la STEC justement. Et je me pose une question en lien à ça, parce qu'il y a des données que j'ai eu énormément de mal à trouver, je voulais savoir si vous auriez des renseignements là-dessus. C'est sur la relation qui existe entre esprit critique et les profils liés au handicap, notamment pour des raisons d'inaccessibilité sociale, pour des raisons d'inaccessibilité à l'éducation, à l'école, aux universités, par exemple pour les personnes sourdes, le prix des interprètes, le fait qu'il soit extrêmement difficile de trouver des AESH. Est-ce qu'on a des données actuellement sur le lien entre handicap et esprit critique ? Notamment handicap sensoriel plus que handicap moteur du coup. Alors, je regarde ma collaboratrice qui est dans l'équipe de l'évaluation. Pour le moment, non. On a eu un panel d'élèves en situation de handicap, mais sur lequel je ne pense pas qu'on ait fait passer des évaluations spécifiques sur l'esprit critique. Encore une fois, en fait, on n'a pas d'évaluation stricte sur l'esprit critique. En fait, on a des batteries de questions qui nous permettent de reconstituer des compétences qui sont mobilisées dans le cadre de l'esprit critique et des attitudes. Là, j'avais quelques illustrations, mais il faudrait qu'on retravaille toutes nos évaluations au prisme de notre panel d'élèves en situation de handicap. Ah, pardon Michel, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Moi, je réfléchis à l'avenir du baromètre. Ce serait très intéressant d'introduire comme catégorie, outre l'âge, le CSP, etc., handicapé. Le handicap. La difficulté, c'est que beaucoup de gens qui sont handicapés, soit ne savent pas ce qu'ils sont ou qu'elles sont handicapés, ou ne veulent pas en parler. Hein, ça existe aussi. Mais je trouverais intéressant, c'est des catégories nouvelles, parce qu'il y a des discriminations, des inégalités, des injustices, donc on pourrait essayer d'introduire dans d'autres éditions de ce baromètre des catégories de ce genre. Merci. Divina? Oui, c'est la table des questions, hein, visiblement. Oui, on est une bande très complice, ce qui montre bien que ça circule bien, l'esprit critique en France. Oui, moi aussi, je voulais remercier la Cité des Sciences de ce baromètre. On manque cruellement de données sur la longitudinalité, sur la longue durée, donc 3 ans, c'est déjà énorme. Et on peut commencer à en tirer des implications, et c'est là-dessus que je voudrais vous poser des questions. Moi, je viens de l'éducation aux médias et à l'information. Vous savez que je prône d'en faire une vraie matière dans le cursus, pour que justement on s'assure que l'esprit critique circule entre sciences dures et sciences dites molles, que je considère très dures pour ma part. Mais enfin bon, c'est encore une terminologie problématique. Mais comment est-ce qu'on peut, selon vous, extraire certaines des données de ce baromètre pour se les approprier dans le cadre de l'école et de l'enseignement supérieur, qui est censé former les enseignants qui enseignent dans le secondaire? Vous voyez, là, il y a vraiment pour moi des ruptures très très dures en France. Je suis rassurée par le baromètre, parce que je me dis que les petits Français sont quand même
relativement bien formés. À mon avis, c'est le rôle de l'école qu'on voit apparaître dans ces résultats positifs dont il faut se réjouir. Mais comment aller plus loin pour que je suis d'accord avec Michel sur l'idée qu'on est dans une transition et sans doute vers une autre forme d'appropriation des technologies. Si l'école n'accompagne pas cela, et si l'enseignement supérieur n'accompagne pas cela, je ne sais pas comment on va arriver à maintenir cette appétence très claire qu'il y a vers cela. Dans les éléments que moi je remarque dans les échanges, c'est notamment des éléments de changement dans le design de l'enseignement qui apparaissent dans d'autres recherches. L'un d'entre eux, c'est comment on réinvente une relation à une soi-disant intelligence, qui est en fait un outil, ou certains diraient en France, un instrument. Comment est-ce qu'on présente cela dans le monde scolaire, dans le monde universitaire, et donc cette relation nouvelle avec cet outil qui nous rend plus intelligents, mais qui est pour moi pas de l'IA, mais de l'information artificielle qu'il faut ensuite gérer. Ça, je pense que les Français en sont conscients, c'est de l'information artificielle. Comment en faire une intelligence personnelle ou collective, pour moi c'est ça l'enjeu, et je pense que certains des résultats pointent vers cela. Merci. Alors, il y a Magda, et ensuite Emiliano peut-être, et Magda. Et Michel, écoutez, avec plaisir. Je vais juste dire, je laisse Magda répondre, qui est vraiment la spécialiste du sujet, mais je pense que d'ici quelques mois, je pense, toi tu es journaliste, tu le sauras, on sera bombardé par des fausses sources d'informations. Donc l'IA, elle est... Non, mais c'est en cours, mais je pense qu'en termes de volume, ça va être, on s'y attend assez rapidement. Tous les journalistes le disent, et je pense que, et du coup, ce que vous dites, ça va être absolument crucial. C'est-à-dire, c'est d'être formé à distinguer une bonne source d'une mauvaise source. Je pense que quelque part, moi, j'aimerais bien rajouter 2 points qui me semblent très importants. Je pense qu'il serait très important que tout le monde comprenne ce que c'est qu'un protocole scientifique. C'est quoi un test, comment on met un nouvel médicament sur le marché, quel test ça doit passer, comment ça fonctionne, etc. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont très importantes. Et la deuxième, c'est que j'aimerais bien que tous nos petits écoliers apprennent à coder un petit peu, pour qu'ils apprennent de première main ce que c'est que les langages qui sont derrière, parce que finalement c'est des méthodes logiques assez simples, donc c'est pas simplement des stats, c'est vraiment aussi l'apprentissage machine. Je suis conscient que c'est pas évident d'apprendre ça très, très rapidement, mais je pense que par exemple en techno on pourrait faire ces choses-là et rendre la matière du coup vraiment passionnante. Je dis pas qu'elle ne l'est pas déjà, mais en tout cas je trouve qu'il y a des progrès à faire à l'école sur ces questions-là. Et maintenant, Magda pourra répondre s'il y arrive. Alors, moi, je voulais dire qu'en fait, donc tout à l'heure, je disais que dans la lecture des programmes scolaires, on constate l'absence d'éducation à l'esprit critique. Mais lorsque vous lisez les programmes scolaires, il y a bien au cœur des préoccupations ce qu'on appelle l'éducation A. Et on voit apparaître éducation aux médias, éducation au développement durable, éducation à la citoyenneté, éducation à la santé, éducation à la responsabilité. Après, on peut questionner la capacité du système éducatif à conduire ces actions d'éducation A, mais l'intention du système scolaire, c'est bien d'éduquer et au travers de ces différentes dimensions, de développer son esprit critique. Oui, bon, j'y vais. Bon, alors premièrement, je suis frappé d'une chose, c'est l'énorme succès des filières communication là où elles existent. La question est-ce que dans ces filières, on fabrique ce dont on est en train de discuter aujourd'hui? Et donc moi je pense que la réflexion pourrait être aussi sur comment on sélectionne les étudiants qui vont entrer dans ces filières, quel contenu, comment on fait passer. Parce que ces étudiants, c'est les journalistes de demain, ou c'est les gens qui seront dans la communication demain. Et donc, c'est très très important de taper là. Deuxièmement, en ce qui concerne l'école proprement dite, je crois que la question, c'est pas simplement une question d'intention, c'est quand même une question de méthode.
quelles sont les méthodes. Je trouve que nous manquons en France d'imagination dans les méthodes qui permettent d'éveiller l'esprit critique chez les jeunes. Voilà, c'est très bien de dire qu'il faut des cours d'instruction à ceci ou à cela, mais des cours des modes de préparation à l'esprit critique, c'est quand même quelque chose qui mériterait d'être travaillé de plus en plus. Je ne veux pas dire qu'il ne se passe rien, bien sûr. Donc voilà, c'est ces deux points sur lesquels je voudrais insister. J'ai suivi, je vais vous dire pourquoi je pense à ça. J'ai suivi la Convention citoyenne sur la fin de vie. Je l'ai suivi comme observateur. Et je n'entre pas du tout dans le contenu, mais dans la démarche. J'ai trouvé qu'on prend des citoyens au début et on les prend à l'arrivée. Ils ont bougé. Ils ont énormément bougé. Et bien que ce genre de démarche serve aussi à réfléchir à des outils pédagogiques, voilà, ça m'intéresse. Michel ? Oui, juste effectivement peut-être 2-3 points par rapport à ce qui a été discuté. Je pense que effectivement vous pointez un sujet majeur. La difficulté malgré tout, c'est qu'on ne voit pas cette population. Dans l'enquête pour laquelle on est là aujourd'hui, elle est invisible et donc il faudrait pouvoir effectivement développer ces enquêtes sur des populations beaucoup plus jeunes. Il y a eu quelques essais il n'y a pas très longtemps, mais qui, de mon point de vue, notamment c'était la Fondation Jean Jaurès qui s'est lancée sur une population de 12-17 ans. Mais avec des résultats qui, voilà, à mon avis, assez problématiques. Donc, en tout cas, je pense qu'un élément important, ça serait déjà de rendre visible cette population du point de vue de son rapport à l'esprit critique. Et on a besoin d'enquêtes dédiées, et peut-être qu'il faut suréchantillonner ou échantillonner cette population-là avec justement cette perspective, cette réflexion sur justement son rapport à l'esprit critique. Le deuxième point qui me paraît au moins aussi important, c'est revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur finalement d'où vient cet esprit critique. Et c'est vrai que ce que nous disent nos enquêtés, c'est que cet esprit critique, il l'associe fondamentalement à la maîtrise de la langue et à la philosophie, ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon au domaine des humanités. Et il me semble qu'une partie de notre problème, c'est de faire rentrer la science dans la culture. C'est-à-dire que si on veut véritablement irriguer l'esprit critique du point de vue notamment des savoirs, du rapport aux sciences et aux techniques, et également, comme le disait Emiliano, au codage, il faut que ce soit considéré comme étant des éléments à part entière de la culture. Et à ce stade, ce qu'on a, c'est plutôt un constat de deux cultures. En fait, il y a bien d'un côté une culture scientifique, de l'autre une culture humaniste, et l'esprit critique, il est abreuvé de l'esprit humaniste, mais finalement relativement peu des sciences et des techniques. Donc on a tous ceux qui travaillent aujourd'hui sur ces enjeux de culture scientifique sont conscients de cette ligne de démarcation, et il faut trouver un moyen effectivement de créer une forme de porosité qui n'existe pas. Et puis il y a un troisième niveau qui est, me semble-t-il, plus politique, c'est-à-dire quel est le degré d'engagement de nos politiques par rapport à ces sujets-là. Moi je discute régulièrement avec des parlementaires qui sont très actifs sur ces enjeux de politique et de culture scientifique, mais eux-mêmes ont un constat assez pessimiste. Quand on les écoute, ils disent mais finalement on intéresse peu de monde au Parlement. Même l'office parlementaire est un office finalement qui est actif. Ils font des choses très intéressantes, mais qui sont un petit peu dans un entre-soi au regard des enjeux. Et donc là, on a un vrai problème finalement pas tant au niveau de la population. Je rejoins le point de vue de Michel énoncé tout à l'heure. L'enjeu n'est pas tant finalement de sensibiliser la population, mais de sensibiliser nos politiques sur ces enjeux, parce que c'est ça la priorité si on veut avoir une action à tous les niveaux. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore une... peut-être... Alors, on a une question en ligne. Donc, une question en ligne exceptionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, la présentation... Les internets nous parlent. Exactement. La présentation, elle est diffusée sur LinkedIn et sur Twitter. Donc, on a reçu une question de la part de Thomas Schump, qui est responsable du service exposition et médiation au Quai des Savoirs. Et il vous demande, avec encore 67% des sondés qui s'informent via la TV, le rôle des médias de masse reste très important. Or, joue-t-il encore un rôle sur l'éducation à l'esprit critique ? Je ne crois pas qu'on ait de lumière particulière sur le sujet. C'est vrai que c'est frappant de voir que les médias traditionnels restent importants. Ils restent importants, mais avec des variations quand même sur les profils d'usagers. Et les populations dont on vient de parler ici, des populations jeunes, ont clairement désinvesti la télévision, ont clairement désinvesti aussi des médias
pour lesquels on attribue un jugement de confiance assez élevé comme la radio, et c'est vrai que c'est frappant de voir les profils. Donc Magda a insisté tout à l'heure sur effectivement le caractère multifactoriel et la difficulté de dissocier le poids des facteurs les uns par rapport aux autres, mais malgré tout on voit que les dimensions générationnelles sont extrêmement importantes. Donc de ce point de vue-là, je pense que le rôle, en tout cas l'investissement majeur qu'on doit faire, effectivement, se joue sur ces jeunes générations et se joue sur des médias qui sont hors télévision, ça se joue ailleurs. Mais peut-être aussi pour juste donner une piste à cet internaute qui nous interroge, c'est vrai qu'on manque peut-être d'une grande émission récurrente sur le service public audiovisuel par exemple, qui aborderait ces sujets et qui en ferait pour les plus jeunes une déclinaison sur les réseaux sociaux de petits formats, de petites choses comme ça. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose dont nous ne disposons pas aujourd'hui et qui serait peut-être une piste si les patrons de France Télévisions nous écoutent. Il y a un public visiblement très intéressé par tout cela, et donc il faut produire des émissions et du savoir sur ces sujets. Monsieur, je crois que vous aviez une question. Alors, bonjour, je m'appelle Renaud Descamps, je suis conseiller en communication dans le cabinet de conseil Bonafide. Moi, je me posais la question de savoir comment on peut réconcilier scientifique et politique. J'ai le souvenir d'un Premier ministre qui expliquait que expliquer, c'est excuser, d'une ministre de l'enseignement supérieur qui expliquait qu'il y avait des problèmes idéologiques au sein des universités. Et moi, vraiment, ma question, c'est de savoir comment on fait comprendre à ces gens que ce n'est pas dans leur intérêt d'attaquer ces institutions du savoir, parce que justement, je pense que c'est M. Grossman qui l'avait dit, les élites scientifiques, enfin, la défiance vis-à-vis des élites politiques touche les élites scientifiques, et les deux se nourrissent, en fait. On se méfie de n'importe quelle élite, peu importe son domaine et peu importe son secteur. Bon, je donne une première réponse. Je suis professeur à Sciences Po, donc comme on est actuellement en pleine tourmente, donc je sais très bien de quoi vous parlez. Dangereux wokiste alors. Dangereux wokiste. Je précise moi aussi que je suis un dangereux wokiste professeur à Sciences Po. Alors, moi, c'est pire que ça. J'ai été poussé à la démission de la direction d'une grande institution de recherche pour cause de wokisme. Voilà. Vous avez une majorité sur ce plateau. Vous avez une bande de wokistes, soi-disant, devant vous. Et je pense que ça pose une question un peu fondamentale, parce que cette question du rapport du politique à la science, il est très instrumental quand même la plupart du temps. Et c'est assez rare et on l'a vu dans le Covid aussi. C'est comme le fameux « les masques, ça sert à rien ». Donc c'est parce qu'on n'en a pas, essentiellement. Mais c'est-à-dire que finalement, ce rapport instrumental à la science est très problématique, parce qu'évidemment, il diminue et il affaiblit la place de la science dans l'espace public. Et du coup, c'est très difficile pour monsieur médiateur scientifique après de passer derrière et dire non, les sciences c'est bien. Quand le Premier ministre finalement les a d'un revers de main condamnés au deuxième sous-sol. Donc je pense que là-dessus, moi j'aimerais bien qu'il y ait une espèce de prise de conscience des élites politiques, de leur puissance et de leur capacité de nuire aussi, par rapport à la crédibilité des démarches scientifiques là où elles existent. Et que donc du coup une prise en compte plus sérieuse, ou au moins une distance salutaire serait très très bienvenue, parce que je pense que le coût de ce type d'intervention est terrible. Donc et je ne parle pas de Sciences Po là, je parle vraiment plus de quand on parle mal ou de manière trop stratégique des sciences ou de résultats scientifiques. Oui, juste un complément par rapport à cette question. Effectivement, le scientifique et le politique, c'est une vieille question. Hein. Donc, le savant et le politique, c'était Max Weber, c'était il y a plus d'un siècle. Tout de même, moi, j'entends tout à fait cette idée qu'il y a une forme de porosité, que la critique de la science est aussi une critique des institutions, et que le politique est institution, et donc, quelque part, ça circule. Malgré tout, regardez l'enquête, regardez les résultats d'enquête. Quand on demande justement aux enquêtés leur expression de confiance sur tel ou tel sujet, et on le fait depuis les années 70, il y a une hiérarchie de confiance qui est très nette. Tout en haut de la hiérarchie de confiance, vous avez généralement les médecins, l'autorité de proximité, et juste en dessous, les scientifiques.
dans leur dimension de recherche publique. Si on descend un peu, si vous associez l'idée de la recherche avec des intérêts industriels, vous perdez déjà la moitié des répondants. Si vous ajoutez une couche de lien avec le politique sous la forme d'une expertise, vous redescendez encore un peu, et puis progressivement, vous arrivez en bas avec les politiques et les journalistes. Donc il y a une hiérarchie qui, malgré tout, et je suis d'accord sur l'idée que ça circule, il y a une forme de porosité, mais on n'est pas du tout ici, en tout cas dans les expressions de confiance, sur des choses qui sont comparables. Et je me suis beaucoup posé la question pourquoi, effectivement, nos responsables politiques avaient cette idée d'une forme de défiance généralisée à l'égard des sciences, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont concernés les premiers. C'est eux qui sont le focus en termes de défiance, et finalement, ils la projettent un peu sur tous les sujets. Oui. On est dans la politique, là. Ça marche ? On est dans des questions hautement politiques. Et moi, l'observation que j'ai faite, c'est que depuis assez longtemps, nos responsables politiques ne considèrent pas que la politique scientifique soit une priorité. C'est très très clair. J'ai été mêlé à ce qui se passait à Bruxelles, parce que j'ai fait partie du conseil scientifique d'une institution qui s'appelle European Research Council, ERC. Les chercheurs connaissent. Bon, cette institution avait besoin du soutien politique de la France pour pouvoir avoir des budgets européens conséquents. Ce soutien a été dérisoire, insuffisant. Il suffit de parler aux gens responsables de tout ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le problème, ce n'est pas la société. La société, elle est bien, si je peux dire. La société, les gens qui répondent à l'enquête, ils sont bien. Le problème, c'est comment les politiques traitent budgétairement et intellectuellement la science. Je peux dire, les scientifiques passent après la com, après le foot, après le spectacle, après les Jeux Olympiques, après énormément de choses. Et c'est vrai qu'on aimerait un changement de culture scientifique chez les politiques. Regardez, il n'y a pas un scientifique, je crois, au gouvernement aujourd'hui. Enfin, je réfléchis, mais voilà. Et donc, s'il y avait des scientifiques qui savent ce que c'est que la science, rien que ça changerait peut-être un peu les choses. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Alors, on va avoir du mal à en prendre beaucoup. Alors, les filles au micro, on a encore une question là. Et si vous arrivez à nous faire des questions courtes, on arrivera à prendre les deux. Alors, il y avait madame sur la première table. Bonjour, je m'appelle Andréina Debey, je suis journaliste à Sciences et Avenir et aussi responsable du service photo. Les médias sont... Je me rassois. Parce que les médias sont au centre de cette question aussi. Les médias traditionnels lésés par le fait, je veux dire les médias, que ce soit la télé, la radio, la presse écrite, en baisse d'écoute et d'audience par rapport surtout aux jeunes. Néanmoins, on se pose encore et beaucoup la question de que faire et comment faire pour que cette histoire j'appellerais plus de défiance, soit abordée de façon efficace. Je fais un petit... je me pose vraiment cette question, quel est le rôle encore de ces médias-là par rapport à quelque chose qui nous dépasse, parce qu'on se pose énormément aussi l'interrogation des fake news qui débarquent et qui nous fait obstacle. Comment des médias comme les nôtres peuvent contribuer à ce que la science ne soit pas reléguée au même rang que tous les autres faits divers, quoi. Je vais quitter quelques secondes mon costume de maître de cérémonie et peut-être prendre la réponse à cette question, si vous me le permettez. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a à la fois le côté comment est-ce qu'on résiste à la désinformation en continuant à fabriquer du contenu de qualité. Et il y a quelque chose qu'on oublie à mon sens trop souvent, qui est l'impact un peu invisible de l'information de qualité. On dit souvent... le fact-checking, ça sert à rien, ça ne va jamais convaincre. Par exemple, vous faites du fact-checking sur des discours anti-vax, vous n'allez pas convaincre les anti-vax de changer d'avis. Mais finalement,
finalement, est-ce que ces informations de qualité doivent servir à convaincre les antivax de changer d'avis, ou est-ce qu'elles doivent permettre à tous ceux qui sont dans une forme de doute, mais pas dans une forme de croyance, d'éviter de tomber dans la croyance? Donc peut-être que je crois qu'il ne faut surtout pas se dire que le travail des journalistes professionnels sérieux ne sert plus à rien. Et je crois au contraire qu'il faut continuer à faire ce travail-là, et que si ce travail-là n'était pas fait, on n'aurait pas du tout les résultats qu'on a dans ce baromètre. De la même manière, tous ceux qui nous disent qu'il faut faire de l'éducation aux médias et à l'information à l'école comme si on n'en faisait pas, bien sûr qu'il faut en faire plus, et bien sûr qu'il faut sacraliser tout cela, mais les résultats du baromètre montrent plutôt que à la fois nos politiques publiques et la production d'informations sérieuses et professionnelles servent de rempart pour l'immense majorité de nos compatriotes. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter. Il ne faut surtout pas s'arrêter de combattre, et il ne faut surtout pas lâcher ce terrain. Vous savez, on dit souvent que la nature a horreur du vide. Hein, eh bien, si face à tous ces discours de désinformation, il n'y avait pas de discours sérieux produits par des journaux spécialisés dans la science, ou pas d'ailleurs, comme la presse généraliste, ou comme des dingos comme moi qui fabriquent des avatars sur Internet, eh bien, je crois que nous avons un rôle à jouer aussi. Et quand je dis nous, là je reprends ma casquette de journaliste, nous avons un rôle à jouer là-dessus. J'ai bien conscience qu'il nous apparaît comme insuffisant dans son impact, mais c'est pas parce qu'il nous apparaît comme insuffisant que cet impact est nul. Et je crois qu'il faut aussi à un moment reprendre un peu confiance en nous et accepter que nous menons un combat qui est difficile, mais qu'il faut mener ce combat. Juste un mot pour rajouter, je pense aussi que même si les médias traditionnels, télévision, radio, sont en baisse, ce qui est vrai aussi, c'est que ces médias se sont pas mal réinventés ces dernières années. Et que du coup, les portails, quand on dit Internet, les gens qui recherchent des infos sur Internet, la plupart du temps, ils vont aller sur le portail du Monde, de TF1, d'autres médias traditionnels. Et ça reste quand même la référence. Il y a une étude que j'ai lue il y a quelque temps sur les pratiques informationnelles des électeurs de Donald Trump. Et en fait, il montre que la plupart vont quand même voir le site du New York Times. Parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils peuvent trouver sur Breitbart, à la fin, c'est pas très crédible. Et qu'il vaut quand même fact-checker, si vous voulez, chez un média de qualité comme le New York Times. Merci Emiliano. Alors, il y avait une dernière... Alors, je regarde les organisateurs, mais on me fait un peu un signe comme ça là. C'est pas très bon signe. En général, dans l'oreillette, c'est le moment où on dit ça suffit, c'est fini, c'est l'heure de la pub, il faut rendre l'antenne. Donc on va prendre une dernière question. Je suis désolé monsieur, mais madame avait levé la main avant vous. Bonjour, Élodie Persem. Alors moi je suis chef du pôle accessibilité, innovation, recherche à la ADEP. Je travaille au bureau de la conception des évaluations des élèves. Et on l'a bien vu, le fil rouge, il me semble, dans ces échanges, c'est la nécessité d'avoir bien conscience des enjeux éducatifs. Mais jusque-là, on a beaucoup parlé des enjeux éducatifs qui sont liés à l'école, mais on entend bien, au travers de toutes les questions, que l'enjeu éducatif, il est beaucoup plus large et il est en réalité sociétal. On a évoqué quelques pistes possibles pour répondre à ces enjeux sur France Télévisions, par exemple, mais globalement, quelles sont vos pistes? Est-ce que vous en avez pour répondre à cet enjeu éducatif, mais à l'échelle de tous les âges et à l'échelle de la société? Et sinon, est-ce qu'on a aussi, parce que là on a un regard très national à travers ce baromètre, est-ce qu'on a des éléments sur les interventions dans d'autres pays pour répondre à cette nécessité de l'éducation de la population? C'est peut-être l'occasion de parler du rôle primordial d'Univers Science et d'organismes qui font de la médiation scientifique et qui travaillent à rendre cette médiation scientifique accessible. Donc moi, j'ai une pensée tout à fait positive pour l'exposition 8 milliards d'humains et après, qui avait été menée par Univers Science en collaboration avec l'INED, et dans laquelle il y a des dispositifs de duplication
donc de grandes innovations dans la diffusion et dans la diffusion de ce type d'exposition au-delà des murs de cette magnifique enceinte. Voilà. Donc je pense qu'il y a un rôle important à jouer pour tout ce qui est organisme de médiation scientifique comme Universcience. Oui, juste pour prolonger, peut-être, effectivement, Universcience joue un rôle très positif, mais on peut également peut-être réfléchir à la diversification des formes d'engagement public de la communauté scientifique. On a rendu, il n'y a pas très longtemps, public les résultats d'une enquête sur l'INSERM. Dont de la même manière ici qu'on interroge le grand public, nous on interroge plutôt la communauté scientifique. Et j'ai été frappé par le fait que 9 enquêtés sur 10 nous disaient avoir le sentiment d'avoir une crise de confiance entre sciences et société. Donc c'est un résultat assez troublant. Ça veut dire que la communauté scientifique, de ce point de vue-là, a sans doute le sentiment que quelque chose ne fonctionne pas dans son rapport à la société. Et c'est pas forcément le grand public, c'est pas forcément l'école, mais ça peut être aussi le politique, comme on l'a mentionné. Mais pour autant, c'est un frein majeur si on imagine que ces acteurs de la communauté scientifique doivent s'investir de différentes manières. Et je pense qu'il faut en tout cas ouvrir des espaces, ouvrir des fenêtres à l'institution scientifique, ouvrir des espaces pour créer des dimensions d'intervention de façon justement à essayer de pousser dans cette direction de la circulation entre culture humaniste et culture scientifique pour ne faire qu'une grande culture. Donc je pense qu'il faut en tout cas mobiliser la communauté scientifique et trouver un moyen de lever ce voile de doute sur le lien science-société. Juste un dernier mot. On a été très franco-français dans notre réflexion aujourd'hui. Et je pense que, sauf à demander, ce qui est un premier progrès, je pense, des comparaisons internationales. Mais je crois qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et je pense que dans les efforts à faire, c'est des efforts qui touchent à la circulation des jeunes. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font, hein, je le sais très bien. Mais je crois qu'on pourrait faire plus, mieux, et en particulier mieux faire circuler les jeunes dans différents lieux scientifiques ou des lieux qui leur apporterait quelque chose en matière scientifique à l'échelle européenne et pas simplement à l'échelle nationale. Donc vive Universcience dans ses relations aussi avec d'autres institutions à l'échelle de la planète ou au moins de l'Europe. Bah écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci Michel Vivorca, Magda Tomasini, Michel Dubois, Emiliano Grossman pour vos paroles, vos analyses et la pertinence de vos propos. Merci à Universcience d'avoir permis l'organisation à la fois de ce baromètre et de cette table ronde. Merci à vous d'être venus si nombreux ce matin pour les écouter et pour en savoir un peu plus sur ce rapport des Français à l'esprit critique, à l'intelligence artificielle et à l'information. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ici même pour une nouvelle édition du baromètre, peut-être électroménager, peut-être pas. En tout cas, les questions permettront de voir si le rapport des Français sur ces sujets évolue. Merci beaucoup, merci de vos questions, merci de votre participation. On vous souhaite à tous une très bonne journée et peut-être à ceux qui voudraient revenir demain, il y a ici aussi le lancement de la semaine de l'esprit critique et de l'éducation aux médias. Et ça se passe aussi ici pour continuer dans cette grande lutte pour l'information de qualité et l'esprit critique pour les Français. Merci à tous, bonne journée.